Question de preuve, enregistrée le 22 novembre 2019, la justice participative. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge les balados, dont Question de preuve, un podcast d'actualité juridique. Avec un avocat, médiateur et formateur depuis une vingtaine d'années, soit bien avant que la médiation et les modes de prévention de règlement des différends ne soient à la mode, nous allons discuter de justice participative. Cette pratique n'est pas nouvelle, mais dans l'esprit de favoriser la collaboration codifiée dans le Code de procédure civile, la justice participative fait beaucoup jaser et fait couler beaucoup d'encre depuis les 5 dernières années. Mon invité a été bâtonnier du barreau de l'Outaouais pour 2 mandats consécutifs de 2006 à 2008. Il a été président de l'Association des avocats et avocates de province en 2011-2012, président du Comité de justice participative du barreau du Québec de 2009 à 2013. Il siège maintenant au Comité d'accès justice, au groupe de travail LGBT du barreau du Québec, ainsi que sur différents comités ou groupes concernant l'accès à la justice. Il donne de nombreuses conférences et formations sur différents outils de règlement tels que la négociation raisonnée, la médiation, le droit collaboratif, la conférence de règlement à l'amiable, la conciliation, la justice participative et le langage clair. Il enseigne justice participative à l'École du barreau depuis quelques années, ainsi qu'à l'Université d'Ottawa où il a donné un cours obligatoire intitulé « Justice participative et médiation ». Il a aussi créé plusieurs outils dont le profil client permettant de mieux orienter les dossiers. Il a proposé le texte de la nouvelle mise en demeure qui est maintenant enseigné et d'utilisation courante. Mon invité pratique exclusivement en résolution de conflits au Saguenay et offre des services partout au Québec, au Canada et en France, tant en personne que par l'entremise d'outils de communication à distance, préconisant la justice participative dans son ensemble. La justice est en transformation et la pratique de mon invité permet de la voir d'un autre œil. Il est passionné par cette humanisation de la justice et contribue activement à cette nouvelle culture participative, notamment grâce à sa créativité, ses compétences de formateur, de communicateur, d'animateur et de motivateur. Mon intro était un peu longue, mais je vous dis, chers auditeurs, si vous aviez été ici où on avait enregistré avant même l'épisode, vous auriez entendu que ses compétences de communicateur c'est pas juste des mots en l'air. Alors, Miville Tremblay, bienvenue, merci de t'être déplacé du Saguenay pour venir en studio ici à Laval. Merci de l'invitation, ça me fait grandement plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, Miville, on s'est rencontrés au congrès de l'AAP 2019 et tu as vraiment changé ma façon de voir ou de comprendre plutôt la justice participative. Je comprends que tu enseignes à l'Université d'Ottawa et où tu as aussi fait tes études, c'est ça? Oui, exact. En fait, j'enseignais à l'Université d'Ottawa, mais je suis retourné à Saguenay en 2013, donc c'est un peu loin pour continuer mon enseignement à l'Université d'Ottawa. Mais quand je passe à Ottawa, j'ai toujours des invitations là, pour éventuellement faire des présentations aux étudiants. Alors, c'est quand même mon université d'où j'origine, donc je garde des liens. Écoute, même chose pour moi, donc je suis un grand fan aussi et je suis un bon porte-parole pour l'Université d'Ottawa. Barreau 91. Oui, déjà. Stage, tu l'as fait en cabinet ou... Cabinet au privé, en fait, pratique généralisée. Okay. En Outaouais, toujours. Alors, j'ai étudié à Ottawa et j'ai resté en Outaouais pendant 27 ans quand même. Mm-hmm. Et pratique générale, donc civil, commercial, un peu de criminel au départ pour m'apercevoir que, effectivement, avec l'expérience... que je devais cheminer vers différentes choses, dont notamment les modes de résolution de conflits là, dans la fin des années 90, là, qui m'a attiré, évidemment. En fait, ça m'a attiré parce que ça correspond beaucoup à ma personnalité, ça correspond beaucoup aussi à ma vision de la justice et ce pourquoi je suis allé en droit. En fait. Dans les années 90, c'est les modifications législatives, entre autres au niveau de la médiation familiale, oui. qui, j'imagine, c'est ça que ça t'a attiré. Puis d'ailleurs, quand un réflexe de généraliste, la médiation, c'est du familial. Oui. Je comprends qu'on va, on va parler à d'autres choses. Disons le familial, c'est le laboratoire. Ensuite, on apprend de là et on projette ça ailleurs. Et sinon, encore une fois, comme généraliste, on pense à la CRA, qui est un mode de résolution de conflits qui est différent, qui avait commencé, si on se souvient, c'était pas des juges qui présidaient les CRA, c'était des avocats, puis on s'est rapidement aperçu que c'était mieux quand c'était un juge, puisqu'il y avait un genre d'aura décisionnelle autour. Oui, l'autorité morale. Et maintenant, la médiation, en tout cas dans toi, au niveau de ta pratique actuelle, la médiation, c'est en droit de la famille, mais c'est aussi en civil, en commercial, en droit du travail. En fait, dans tous les domaines. Sauf peut-être le pénal criminel qui est une autre avenue. Là, on parle à ce moment-là de justice réparatrice, qui sont aussi des approches
je dirais, inspiré de la médiation. Mhm. Mais c'est un monde un peu plus particulier. Là, on peut faire référence, par exemple, à Unité 9, là, le show de télévision, Ouais. où est-ce qu'il parlait à un moment donné de rencontres entre victimes et contrevenants accusés. Et ça, ce sont des modèles de justice réparatrice dans un milieu bien particulier. Alors moi, c'est le côté, disons, pratique civile, commerciale, familiale, bien entendu. Alors il y a toutes sortes d'approches, mais la plus connue est évidemment la médiation. Puisque c'est la plus connue, c'est celle que je vais peut-être essayer de toucher le moins durant l'épisode, parce que je veux parler de la justice participative Oui. at large, si on peut dire. Et je voudrais qu'on parle de droit collaboratif, du langage clair, de facilitateur aussi. J'aimerais ça qu'on parle de l'axe où tu conseilles des avocats dans des règlements aussi. C'est toutes des choses que je voudrais qu'on On a combien de temps? C'est des gros sujets. Je peux peut-être faire 2 épisodes avec Miville Tremblay. C'est pas... Mais, en fait, aussi... arrête-moi. Il y aura aussi tous les outils pour prévenir et solutionner les conflits. On peut ratisser très large. Ah, très large. Et là, évidemment, les avocats, on commence tout le temps de la même façon. Peux-tu me définir? Donc, définis la justice participative. Es-tu capable de nous donner quelque chose au moins pour qu'on puisse mieux comprendre? J'essaie d'être le plus clair possible. En fait, la justice participative, quand on dit à quelqu'un « je fais de la justice participative », dans la grande majorité des cas, les gens vont dire « c'est quoi ça ?» Voilà la justice participative. C'est un nouveau pont entre les professionnels du droit et les citoyens qui fait en sorte que, pour une fois, le citoyen n'a pas d'idée de ce qu'est la justice participative et nous ouvre une porte afin qu'on puisse lui expliquer c'est quoi la justice. Mm-hmm. Alors, la justice participative, 2 mots, justice, participation. Alors, dans la lancée de différents mouvements participatifs là, sociaux, alors on pense par exemple à la démocratie participative, l'éducation participative, il y a beaucoup de choses qui maintenant évoluent vers l'implication des citoyens. Parce que le citoyen a évolué. On n'a plus le citoyen qu'on avait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans passés, parce qu'on a démocratisé l'éducation, parce que l'information est accessible, parce que nos enfants sont beaucoup plus stimulés que nous, on l'était plus jeunes. En fait, la société évolue. On le voit dans les tribunaux. Oui, l'autoreprésentation des gens qui se représentent eux-mêmes. Ouais. Alors, c'est un des phénomènes de la justice participative. Alors, la justice participative, c'est dire la justice, c'est avant tout de répondre aux besoins du citoyen qui a un besoin de justice. Okay. Et ça implique donc la participation du citoyen. Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute du citoyen, il faut connaître c'est quoi ses vrais besoins, les définir, puis être capable d'orienter ce citoyen-là vers la bonne approche. Le tribunal fait partie d'un des outils, fait partie du coffre à outils de la justice, mais la justice ne se limite pas qu'aux tribunaux. Et c'est là que la question est intéressante. C'est quoi la justice participative? Alors, on peut expliquer à la personne qui nous pose cette question-là toute la multitude, en fait, d'outils qui existent dans le coffre à outils. Et qu'on parle de la prévention, qu'on parle de la négociation, du droit collaboratif, de la médiation, du MEDAR, de l'arbitrage, de la conférence de règlement amiable, de la conférence de gestion, du mini-procès, du procès. Puis je vous dirais même encore en 2019, on a encore la guerre, qui est un mode de résolution de conflits, qui est encore malheureusement utilisé sur la planète. Alors, il faut qu'on comprenne que... Alors, le citoyen là, qui a un besoin de justice, c'est quoi l'outil qui va vous satisfaire? C'est quoi l'outil qui va répondre à vos besoins? Moi, ce qui m'avait vraiment, disons, accroché au niveau, quand on a eu une première discussion sur la justice participative, on a toujours l'impression que c'est de la médiation. Mais c'est au-delà de la médiation. Souvent, je pense que les gens ont besoin de se faire entendre et comprendre, mais ont besoin de se faire supporter aussi. Avec un médiateur, c'est quelqu'un qui est un peu entre les deux. Ouais. Donc, je comprends que la justice participative a aussi un aspect conflictuel qui peut être respecté dans le système. Bien, en fait, la justice participative, c'est un ensemble d'outils. Puis là, c'est là que le citoyen ne doit pas faire, en fait, l'équation justice participative égale médiation. Okay. La médiation fait partie de la justice participative, mais la justice participative ne se limite pas à la médiation. C'est pour ça que tu es ici, Miville. Oui, parce que, effectivement, la justice participative, ça peut être, par exemple, justement de la prévention. Alors, aller chercher l'information avant de s'engager, avant de signer. Ça peut être également d'aller à procès, puis éventuellement avoir une décision judiciaire. Ça peut aussi être de simplement obtenir des excuses, parce que psychologiquement, on a besoin de ça.
Alors, ces approches-là... Ce qui n'est pas un remède que la Cour peut t'offrir. Mais non, c'est ça. La Cour, elle va gérer le droit. Alors, quelles sont les réponses qu'on peut obtenir par le droit et à quelle mesure que le droit va répondre à tous nos besoins? Et c'est là qu'il faut analyser les besoins du client, du citoyen qui a cette recherche de justice-là. Souvent, on va parler d'équité. Okay? Alors, le droit, c'est un élément d'un point de vue juridique. L'équité, ça va au-delà parfois de la loi. Ça va inclure la loi, mais ça peut aller bien plus loin que la loi. C'est-à-dire que la loi est là comme une référence. Mais les solutions proposées doivent quand même être légales. Légales, okay. Mais évidemment, on n'ira pas à l'encontre de l'ordre public. Mais ce ne sont pas toutes les lois qui sont des lois d'ordre public, c'est-à-dire des lois qui sont incontournables et qui sont obligatoires, en fait. Oui, on parle, disons, de juste un vice caché. Les remèdes possibles, c'est annuler la vente ou donner des dommages. Mais il y a peut-être d'autres possibilités. Mais oui, effectivement. Alors, j'ai eu un dossier justement récemment en matière de vice caché où est-ce que les parties ont décidé conjointement, là, dans la collaboration, de remettre en vente cet immeuble-là, cet immeuble qui faisait problème, de le remettre en vente et en dénonçant évidemment les problèmes qui avaient été identifiés, tout à fait, avec toute transparence et éventuellement en assumant la perte qui originerait de la nouvelle vente. Fait que le produit de la vente a été séparé selon l'entente qu'ils avaient. Selon l'entente. Et les gens ont réussi à vendre l'immeuble et pratiquement pas de perte. Alors, on parle ici d'une pleine satisfaction, tranquillité d'esprit, exécution de part et d'autre, avec des coûts moindres, des délais moindres aussi. Alors, vous comprendrez que le système judiciaire ici, c'était en fait de se limiter dans la possibilité qu'on avait de répondre aux différents besoins de ces gens-là. Dis-moi si tu es d'accord avec ce que j'ai trouvé dans le site Éducalois sur qu'est-ce que la justice participative. La justice participative est une philosophie, une conception générale et évolutive de la justice. Elle recherche un sentiment de justice chez les citoyens concernés par leur participation et des approches adaptées aux circonstances, aux intérêts et aux capacités des personnes ou instances impliquées. Il s'agit d'une justice sur mesure fondée sur l'équité. Écoute, là, je t'ai dit, je te donne la définition après que tu me dises finalement tous les mots qui sont inclus dans ce que je viens de te lire, tu les as dit dans le en fait, Éducalois m'a cité. C'est ma définition. Alors écoutez... Alors, c'est sûr, tu es d'accord. Bien, je ne peux pas faire autrement qu'être d'accord, effectivement. Et j'ai été consulté lorsqu'Éducalois ont effectivement ciblé ce sujet-là pour essayer justement de le rendre clair pour les citoyens, dans un langage clair, justement, parce que ça aussi, c'est un enjeu. Ben, le langage clair, juste au niveau de la législation, c'est un enjeu d'accès à la justice en partant. Donc, avoir quelqu'un qui te l'explique au lieu de quelqu'un qui te le mette en plein visage, j'imagine qu'il va y avoir une bonne différence pour les citoyens. Et faut pas aller très loin dans n'importe quel milieu professionnel pour vite perdre la compréhension. Alors, le droit n'est pas différent. Quand on parle d'un médecin, par exemple, qui vous parle de médicaments ou de maladies, si on nous sort des mots, vous savez, techniques. Surtout quand on se fait donner un diagnostic d'une maladie, après ça, tu comprends oui, rien. C'est ça. Alors là, on a le réflexe d'aller sur Google, évidemment, d'aller chercher de l'information, des explications. Mais on peut aussi, comme professionnel, nous assurer de parler dans un langage plus simple, adapté aux gens à qui on s'adresse. Et ça aussi, c'est une démarche de justice participative parce que comprendre ce que l'on vit, comprendre les enjeux, comprendre les options que l'on a, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et souvent, ça répond à un grand besoin. Il n'y a rien de plus déstabilisant que ne pas comprendre. Alors, ça génère après ça des émotions de peur, de panique, de l'angoisse, de l'insomnie. Ça peut rendre les gens malades. Et là, on ne parle plus de problèmes juridiques, on parle de problèmes de santé. Alors, la justice, ça va jusque-là. Alors, il faut s'en occuper de façon terrain, de façon très terre-à-terre, pour faire en sorte que les citoyens qui viennent consulter un professionnel... Vous savez, un des gros problèmes que nous avons présentement en matière de justice, c'est quand on dit à quelqu'un « va consulter un avocat », généralement, les citoyens ont deux réponses. Ça coûte cher? Je veux pas aller en cours et ça coûte trop cher. Okay. C'est les deux réponses qui vont sortir de façon spontanée. Tout à fait. Ils n'ont pas besoin d'attendre une demi-heure. Là, bang, ils vont dire « ça coûte trop cher et je veux pas aller en cours ». Oui, mais c'est parce que tu n'es pas obligé d'aller en cours. Il y a d'autres outils. Et ça ne coûtera pas nécessairement cher. Ça va dépendre de ce que tu souhaites
comme démarche. Ça va dépendre quels sont tes besoins, effectivement. Puis des fois, oui, il faut s'investir pour aller chercher des solutions, mais là, il faut faire cette analyse-là. Faut pas... Les préjugés qui existent présentement face à la justice et face à la profession d'avocat sont les premières entraves à l'accès à la justice. D'où l'idée, la philosophie de la justice participative. C'est de dire aux gens, on fait de la justice participative, et quand j'ai la chance d'avoir un citoyen qui me dit « c'est quoi ça ?» je viens de mettre tous ces préjugés-là, ces concepts préconçus de la justice et de la profession de côté, ce qui me permet de leur expliquer tout ce qui est possible. Là, j'ai peut-être 20 questions à te poser, puis je suis convaincu que les auditeurs, ce sera la même chose. Mais la première que j'ai envie de te poser, c'est que on va voir un avocat qui est, lui, ouvert à la justice participative, qui est ouvert à adapter son approche à la personne qui est devant lui. Mais là, il y a quand même une autre partie qu'il faut téléphoner. Il faut lâcher le premier coup de fil. Est-ce qu'il y a une résistance aussi que tu remarques un peu dans le processus? Première des choses, si le citoyen connaît la justice participative, il est possible qu'il rencontre des professionnels qui n'aient pas ce même discours. Le citoyen doit exiger d'avoir un professionnel qui va répondre à ses besoins, donc d'avoir une approche de justice participative. Okay. Parce que c'est un changement de culture profond, là. Okay? Il y a des habitudes d'ancrer aussi dans le système judiciaire. Donc, première des choses. Évidemment, ce qui est bon pour le citoyen, qu'on transfère de l'information aujourd'hui. Là. Alors, la connaissance de tout ça, c'est tout à fait valable. C'est aussi valable pour les professionnels qui doivent aussi adapter leur discours de façon claire, notamment, mais aussi en incluant toutes les modalités, tous les outils qui existent. Et donc, d'arriver, vous parlez dans ma présentation de la nouvelle mise en demeure, par exemple. Oui. Ben, la nouvelle mise en demeure, en fait, c'est que c'est la même mise en demeure qu'avant, mais dans laquelle on ajoute un paragraphe qui dit « On est ouvert à un mode de justice participative qu'on peut préciser. » Alors, ça peut être la négo, ça peut être la médiation, etc. Alors, le professionnel qui ajoute ça à la mise en demeure et qui envoie ça à l'autre partie. L'autre partie qui reçoit une mise en demeure, là, on peut mettre un bouquet de fleurs avec une mise en demeure. C'est certain que la partie qui reçoit une mise en demeure, c'est un choc. Okay? Et notre cerveau est confectionné pour être sur le réflexe de tomber sur la défensive. Okay? Alors, arriver puis dire, quand on a un problème judiciaire, un problème juridique, d'arriver puis dire que l'autre partie va être ouverte immédiatement, non. C'est normal, c'est humain. Il faut comprendre ça. Tout à fait. Mais c'est dans la façon, l'énergie qu'on va projeter, dans le discours qu'on va projeter, dans l'attitude qu'on va avoir. Si on ne propose pas d'ouverture, l'autre n'en proposera pas non plus. Je pense que les avocats, au moins, si je peux remarquer dans ma propre pratique, sont quand même sensibles à ce dernier paragraphe-là qui, si c'est pas veuillez agir en conséquence, mais bien veuillez communiquer avec nous pour discuter d'une façon de régler ce dossier-là. Normalement, un avocat qui reçoit un client qui a reçu une telle lettre va probablement être capable de déceler l'ouverture immédiatement. Et est-ce que là, on s'en va dans un autre concept que j'aimerais ça qu'on discute? Je sais pas si c'est à cette étape-ci, mais il y a quand même le concept de négociation raisonnée. Qui, j'aimerais ça que tu me l'expliques un peu. On est encore dans la phase d'explication et définition. Oui, l'article 2, là, l'article 2 des lois. Là. Oui, bien en fait, la négociation, on négocie tout le monde. Okay? On négocie tout le monde en tout temps. On négocie notamment avec soi-même. Je dis toujours un peu à la blague, tous les matins, je négocie avec mon cadran. Parce que, est-ce que je peux faire du snooze ou je peux pas faire de snooze? Puis là, c'est quoi ma journée? Est-ce que je dois être au bureau à telle heure? Ou je peux étirer parce qu'un de mes besoins, j'aime bien dormir le matin. Alors, ça fait partie de mes besoins. Conscient ou inconscient. Alors ici, ça serait plus dans l'inconscient. Mais on négocie aussi avec soi-même. Ce qui est intéressant dans la négociation raisonnée, c'est que c'est une négociation qui est plus profonde, qui est plus songée, qui est plus, je dirais, organisée comme négociation. Comme humain, la négociation instinctive que nous avons, c'est une négociation sur position. La négociation sur position, c'est je veux pas. OK? Et la négociation sur position, c'est souvent un pouvoir de force. C'est moi le plus fort. Des enfants vont dire « mon père est plus fort que le tien ». Okay? Alors, c'est tous ces enjeux-là de pouvoir de force. Dans le milieu juridique, on va parler, j'ai plus de jurisprudence de mon côté. Alors, des décisions là qui ont précédé. Ou j'ai plus de ressources. J'ai plus de ressources. Ou la loi, j'interprète la loi de ma façon et la loi me donne raison. Okay? Je souligne ici interprète. Et l'autre côté de dire, moi j'interprète aussi de ma façon puis je considère que j'ai le droit est de mon côté. Alors ce pouvoir de force-là nous limite en fait dans le potentiel de la négociation. La négociation raisonnée, c'est qu'on prend ce positionnement-là, cette négociation sur position et on va plus loin. C'est-à-dire,
Qu'est-ce qui justifie ta position? Pourquoi tu demandes ça? Pourquoi tu as besoin de telle chose? Et là, on va essayer de comprendre la position de l'autre et évidemment de faire pareil avec notre propre position. Alors, l'échange des besoins et intérêts. Alors, négociation raisonnée, en anglais, on parle de interest-based negotiation, alors la négociation basée sur les intérêts, qui fait en sorte qu'on va plus loin que les positions, mais on essaie de comprendre. Donc, ça implique évidemment un dialogue, ça implique de se comprendre soi-même, parce que là, on n'est plus dans l'instinctif, mais il faut qu'on soit dans le rationnel. Et parfois, bien souvent, on est dans l'instinct. OK? J'en fais un cas de principe. Pour moi, ça, c'est important. Je veux le faire payer. Tu sais, c'est des choses qui sont, en fait, qui sont issues des émotions. Ouais. Alors, c'est de la colère, c'est de la frustration, c'est des blessures, etc. Je vous donne un exemple de besoin et intérêt commun qui peut se dégager. Un problème employeur-employé. Il y a un malaise qui se passe. On peut parler de congédiement, de licenciement, etc. Mais fort probable que si on va dans une discussion de besoin et intérêt, fort probable que l'employé va dire « je ne veux plus travailler là », puis l'employeur va dire « je ne veux plus travailler avec cet employé ». Les deux sont d'accord pour dire qu'ils ne veulent plus travailler ensemble. Besoin commun. Comment on peut faire pour mettre fin à votre relation de travail? Combien ça vaut? Combien ça vaut? Hein? Puis quels sont les éléments? Parce que combien ça vaut? Il y a l'élément de substance, l'économie, mais il y a aussi des éléments psychologiques. Tout à fait. Besoin d'être reconnu, besoin d'excuses, besoin d'une lettre de référence, besoin d'aide pour être capable de me refaire ailleurs, de quitter cet emploi-là qui est toxique pour moi. Ah ben ça donne bien parce que moi je considère que tu es toxique dans mon entreprise. C'est beau, je vais t'aider. T'en veux une lettre de référence parce que je suis capable de reconnaître que tu as des compétences, mais on a une incompatibilité de personnes. Exemple. Alors, on travaille sur d'autres bases. Quand j'ai étudié le droit du travail, là, je vous remonte à début 90, fin des années 80, début 90, le professeur nous disait allez plaider pour obtenir la réintégration. Ouais. Okay? Puis une fois que vous avez obtenu la réintégration, ben là, c'est clair que votre employeur ne voudra pas vous avoir, voudra pas vous avoir, mais vous avez une décision qui vous donne la réintégration. Fait que négocier vous avez le gros bout du bâton, ben là, allez négocier un chèque. Ben oui, mais on faisait le grand tour. On peut très bien, par une négociation raisonnée, tout de suite identifier que la volonté de travailler ensemble n'est plus là. Donc, on travaille sur une autre base. Et là, c'est dans le comment. Hein? Comment on peut faire en sorte de répondre à ton besoin de quitter l'emploi? Comment on peut faire en sorte de répondre à mon besoin de ne plus t'avoir comme employé? On change évidemment l'énergie. On change la vision du problème. Puis on vient de l'éclaircir. Et là, soudainement, il y a des pistes de solutions qui arrivent. Même chose avec mon vice caché là, que je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Alors, il est clair que l'acheteur qui se retrouve avec un immeuble qui ne veut plus parce qu'il considère qu'il y a des problèmes et qu'il ne veut pas l'assumer. Puis le vendeur, clairement, il ne voulait plus, il l'a vendu. Ouais. Puis non seulement ça, mais économiquement parlant, les deux parties ont un défi ici parce que ça devient un fardeau économique de part et d'autre. Ouais. La décision judiciaire ne règle rien. Tu as 5 000 $ de frais d'expert en partant. En partant, les avocats, dans ce cas-là, étaient d'accord pour dire qu'il y avait au moins 25 000 $ de frais de part et d'autre pour aller chercher un jugement qui dirait simplement on met fin à la vente ou pas. Mais vous savez, le jugement n'arrive pas avec un chèque. Ouais. Donc après ça, on a l'étape de l'exécution. Est-ce que l'étape d'exécution va se réaliser? Ben, le gars, il va dire je vais te payer juste quand je vais avoir vendu la maison parce que je suis pas capable de te payer. Oui, c'est ça. Juste quand je vais l'avoir vendu, on va peut-être faire faillite. Ouais. Dans une faillite, un jugement, ça vaut rien. Alors, on va avoir investi 25 000 $ de part et d'autre. On va peut-être obtenir un beau jugement qui va favoriser une des parties ou encore couper la poire en deux, mais on va se retrouver encore avec un problème. Ouais, mais là, identifier les besoins de chaque partie vient avec l'importance du langage clair. Langage clair, mais aussi de dire, c'est quoi que les gens recherchent ici? Il y a un immeuble qui n'est pas désiré de part et d'autre. Puis en nommant ça, les deux parties disent, c'est vrai qu'on ne le veut pas. C'est vrai qu'on ne le veut pas. Qu'est-ce qui n'a pas été correct ici? Il y a eu un malentendu quelque part. On prétend qu'il y a eu fausse représentation, puis on prétend qu'il y a eu bonne représentation, zone grise. Mais qu'en serait-il si on vendait cet immeuble-là avec full représentation? Le problème s'est résolu. On liquide le bien qu'on ne veut pas. L'argent qu'on a, est-ce qu'elle est suffisante ou pas pour venir combler l'économique, la substance, l'argent qui manque? Et si on vend de façon, je dirais, plus rapide avec une perte, est-ce que cette perte-là va être inférieure à l'investissement que ça va prendre pour aller chercher un jugement? C'est là la question. Mais Miville Tremblay, là, tout ce que tu me dis là fait beaucoup de sens.
Mais comment est-ce qu'on fait pour amener, premièrement, le client à comprendre ça, ensuite de ça, la partie adverse, ou l'avocat adverse, et ensuite de ça, l'avocat adverse avec la partie adverse? Parce que proposer des solutions, des fois, on les connaît même pas quand on va rencontrer notre avocat. On fait juste dire, moi, selon moi, je me suis fait flouer. Selon moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais je sais pas quelle loi qui s'applique, je sais pas. Comment on fait pour convaincre tout le monde que la solution que tu proposes, c'est la bonne, mais que tu dois aussi être à l'écoute des besoins de la personne qui est devant toi? Ben, en fait, on convainc personne. C'est les gens qui cheminent là-dedans. Ouais, mais c'est une façon. Ça, c'est toujours une façon de parler. Ouais. Souvent, on comprend mieux les enjeux que notre client. Un règlement à 40 000 sur une action de 250 000 qui faisait beaucoup de sens, c'est peut-être dur à avaler, mais on dit au client, écoute, règle ça, c'est un bon règlement. Ouais. Mais la personne qui décide, c'est le client. Ouais. Alors, le client, si pour lui, c'est pas satisfaisant, alors l'option n'est pas bonne. OK. Puis ça se peut que le client dise, ben malgré tout, je veux un jugement parce que j'ai besoin d'une décision, parce que je vais être plus sécurisé. Écoutez, là, c'est du cas par cas, bien entendu. Mais comment on fait pour amener les gens dans ça? Fondamentalement, là, les gens n'aiment pas le conflit. Okay? Il y a quelques personnes là, qui aiment le conflit, là, mais là, on parle de très particulier, okay? de personnalités particulières. Il faut que tu aies les moyens de tes ambitions aussi. Ben aussi, OK? Mais généralement, les gens n'aiment pas le conflit. Ensuite, les gens, là, sont intelligents. OK? Ouais. Puis avec les bonnes explications, puis avec le cheminement aussi qui se fait dans les différents processus, parce que ce qui est un peu tabou, là, c'est en fait un conflit, là, c'est la même chose qu'un deuil. OK? Les étapes psychologiques, là, peut-être on rentre dans l'humain, là, OK? Les étapes que les gens vivent dans un conflit sont les mêmes que dans un deuil, c'est-à-dire, bon là, il y a des étapes où est-ce que on a de la colère, on a des émotions, on est dans le déni, on veut pas ces choses-là. Évidemment, plus difficile de s'ouvrir à une négociation dans cette étape-là. Okay? Plus difficile de considérer, revoir l'autre dans cette étape-là, être assis à la même table, puis voir sa face. Je veux pas y voir la face. Bien, évidemment, c'est correct. Mais vous savez, avant de rentrer dans le système judiciaire, là, il y a ce qu'on appelle le délai de prescription. Alors, le délai que nous avons avant de devoir rentrer dans le système judiciaire et pour ne pas perdre nos droits, en fait. Ouais. Souvent, on parle d'années. Ouais. Alors, c'est pas un marathon que de rentrer dans le système judiciaire. Puis même si on entre dans le système judiciaire, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une réponse dans une semaine ou dans 2 semaines. Non, c'est long. Là. Le système est long. Puis il y a des raisons pour lesquelles c'est long. OK? Puis ces raisons-là sont très bonnes. Là. C'est un autre sujet, mais le système il est complexe et c'est pour bien faire les choses. Alors, les gens vont cheminer dans leur propre vie, dans leur propre dossier. Et parce que les gens sont intelligents, avec les bonnes explications, avec le bon accompagnement, ils vont s'ouvrir à des choses. Parce qu'à un moment donné, les besoins parlent. Ouais. OK? Je vous en mentionne des besoins. Là. Le stress. Aujourd'hui, là, la vie est folle. Les enjeux de santé mentale sont... Les enjeux de santé mentale, les enjeux de santé physique. Alors, le stress au travail, comme parent, comme conjointe, comme... juste la vie régulière. Et là, arrive un conflit, arrive un problème juridique. Juste la gestion du stress, il y a de quoi ici là, à vouloir rentrer 6 pieds sous terre. Ouais. Okay? Le stress, l'économie. On planifie une vacance qui va coûter cher, mais on la planifie puis on va avoir du fun. On planifie pas un conflit, on planifie pas un problème juridique, puis oui, il va coûter cher, puis on n'aura pas de fun. Ouais. OK? C'est le même argent. Donc, le stress économique. C'est toutes des choses. On peut bien avoir des principes au début, mais les principes, à un moment donné, vont s'assouplir parce que on chemine. Est-ce que depuis l'avenue du nouveau code et l'obligation de collaboration a aidé au moins la communication entre procureurs pour... Là, je m'en allais dire forcer la justice participative, c'est vraiment pas le bon mot, là, mais pour encourager les parties à utiliser des modes de règlement de conflit, ou ça n'a pas rien changé? Écoutez, là, le nouveau code de procédure, les articles 1 à 7, là, l'obligation de considérer avec le terme coopération qui est dans la préface, c'est un pas de géant vers la justice participative. D'ailleurs, les mots de la préface, là, c'est presque la définition de la justice participative que tu as lu tout à l'heure. Mais il faut comprendre qu'un changement, là, un changement de société, un changement de culture, ça ne s'opère pas juste en changeant une loi. C'est plus long que ça. Et on est en train de l'intégrer socialement. Quand on l'explique aux gens, parce que les gens, ils se lèvent pas le matin en lisant le code de procédure, là.
OK? Alors, c'est certain, puis le judiciaire, ils sont pas là-dedans, là, puis c'est quand ils rencontrent un conflit qu'ils, là, sont mis face à ça. Et les explications qui leur sont données, les gens disent « ça m'intéresse ». Mhm. Et là, leur crainte, c'est de dire « oui, mais l'autre ». Mais il y a quand même le changement de culture au niveau des procureurs Ben oui. mais pour nous, aussi, c'est la même chose. mais Je ne sais là pas parce aussi, qu'on a eu un nouveau code de ben non. 6 jours avant. Tu sais, le 10 janvier, là, on se faisait dire par un juge, est-ce que vous avez évalué les modes Ça de fait résolution de juste à conflit? peine 3 ans, ça va faire 4 ans en Ouais. janvier 2020. Mhm. Alors, il faut être ferme sur les objectifs, doux sur les individus. Okay? Comme en négociation. Ferme sur les objectifs, mais doux sur les individus. Le changement de culture, il s'opère. Moi, je le vois sur le terrain. Okay? On a le titre de l'épisode en passant. Ah ouais? Miville, tu viens de nous donner le titre de l'épisode. Alors, ferme sur les objectifs, puis doux sur les individus. Mais le changement de culture, il s'opère tant au sein de la profession, tant au sein du milieu judiciaire qu'au sein de la société. Mais il y a encore du travail à faire. Et vous faites partie de ce travail-là. Là. Cet épisode-là a fait partie de ce travail-là. Parce qu'on n'en parlera jamais assez de la justice. Il y a trop de méconnaissance. Il y a trop de faux concepts qui touchent à la justice. Et il faut que les gens soient mis en contact avec les bonnes informations au bon moment. Je pense que je connais la réponse, mais on ne doit pas mettre de côté la justice traditionnelle pour autant. En fait, elle fait partie de la justice participative. Dans la mesure qu'on dit, c'est quoi vos besoins? Ouais. Alors, si une partie dit, écoutez, moi, j'ai besoin de passer devant le juge. Exemple, là, tu sais, je vous donne un enjeu. On a un problème avec le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas toujours négocier, ne peut pas toujours aller en médiation. Parfois, le gouvernement, c'est des règles strictes, c'est l'application d'une directive, l'application ils peuvent pas... Alors, exemple, là, les budgets sont publics. Alors, ils ne peuvent pas faire une négociation avec un résultat qui est confidentiel. Mm-hmm. C'est obligé d'être public. Alors, tant qu'à ça, ils sont obligés de passer devant les tribunaux. Donc, tous les outils ne sont pas applicables dans tous les dossiers. Le pénal va toujours maintenir le pénal, va toujours rester du pénal avec une peine minimale. Qui ne se négocie pas. Et en plus, ça, c'est d'ordre public. Ouais. Tu sais, la loi de protection du consommateur, on ne la négocie pas, on l'applique. C'est dans l'application qu'on va essayer de trouver des choses. La loi de la fixation des pensions alimentaires pour enfants, c'est d'ordre public. On ne fait pas ce qu'on veut. On doit respecter la loi parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on a une loi d'ordre public. C'est parce qu'il y a des fondements de notre société qu'on a choisis comme étant prioritaires. Mais ce que votre question est importante parce que certains auteurs viennent dire que les seules choses qui rentrent dans la justice participative, ce sont les outils qui sont consensuels, c'est-à-dire où est-ce que les deux parties sont dans le consensus, dans l'entente. Alors tout ce qui serait dans la confrontation, dans le conflictuel, ferait en sorte que ça n'entrerait pas dans la justice participative. Mais je le comprends comme ça. Moi, je le comprends que le conflictuel rentre aussi dans la justice participative parce qu'il y a un aspect de la justice participative, dis-moi si je me trompe, c'est de trouver une solution, point. Bien, c'est de trouver une solution, puis c'est quoi? En fait, la démarche de justice participative, c'est à la base quand on questionne le citoyen en disant c'est quoi vos besoins? En disant c'est quoi vos besoins, puis c'est quoi les outils. Je vous compare ça avec le monde médical. Si vous allez voir un médecin puis il vous parle seulement de la chirurgie, okay, vous faites une pneumonie, il veut vous opérer. Excusez-moi, là, mais ça ne marche pas. Le médecin, s'il ne vous parle pas d'un traitement qui existe pour votre problème de santé, il n'a pas fait son travail. Ouais. Ben, en milieu judiciaire, mais il va quand même vous guérir peut-être avec une transplantation des poumons. Peut-être une transplantation des poumons, mais bonne chance. OK? Mais sans aller dans la médecine, comment est-ce qu'on dit, là, la médecine... des méthodes traditionnelles. Avec des herbes ou quoi que ce soit. Là, mais vous savez, bon, il peut y avoir différentes options. Je sais qu'il y en a dans le monde médical, mais aussi dans le monde juridique, dans le monde judiciaire. Il y a plein d'options. Et même dans le système judiciaire. Et là, je continue. Dans le système judiciaire, techniquement, on n'est pas dans le consensuel. Là. On envoie une procédure à l'autre n'a pas le choix d'y répondre. Et là, on est dans la confrontation. Là, okay? Même dans le système judiciaire, maintenant, on prévoit des étapes qui forcent les parties à être consensuelles. Notamment, la conférence de gestion qui se transforme souvent en conférence de règlement. Okay? Mais la conférence de gestion, c'est en fait de la négociation sur les éléments du dossier. Alors, avez-vous besoin d'un expert? Est-ce qu'on peut aller avec un expert unique? Est-ce qu'on peut réduire tel enjeu? Est-ce qu'on peut déterminer les questions et litiges, etc.? C'est une forme de négo. Ouais. Et la conférence de règlement amiable, le CRA,
que tu mentionnais tout à l'heure. La conférence de règlement amiable qui est carrément inspirée de la médiation, mais pilotée par un juge qui est en situation un peu plus d'autorité morale. Alors, ça fait en sorte que l'outil est beaucoup plus fort. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de cette force-là dans tous les dossiers? Moi, ma prétention, c'est de dire non. On n'a pas besoin de cette force-là dans tous les dossiers. Mais il y a des dossiers qu'on aura besoin de cette force-là. Mais même dans le processus judiciaire, il y a des outils, il y a des étapes qui sont pratiquement obligatoires, là, qui amènent les gens à devoir se parler. Mm-hmm. Et donc, de considérer des options de résolution. Et vous le savez, le procès en tant que tel, c'est un mode de pression qui amène les gens à se dépositionner. Une grande partie des dossiers sont réglés le matin du procès. C'est ça, je voulais dire. C'est un mode de pression énorme puisqu'on règle nos dossiers une semaine avant. 9 dossiers sur 10 sont réglés, souvent le matin ou la veille ou la semaine avant le procès. Pourquoi? C'est un facteur humain. Une locomotive n'avancera pas tant qu'elle n'a pas de pression dans sa cuve à vapeur. Un citoyen va rester positionné s'il n'a pas d'élément de pression. Okay? Alors, ça fait partie, ça aussi, de la réflexion. Je vous disais tantôt, les citoyens cheminent. Mais parfois, il va cheminer la semaine avant le procès parce que là, il va être confronté à cette pression-là de dire il y a un tiers qui va décider, puis oups, je me sens pas aussi fort qu'avant. Je suis tellement énervé que j'en oublie ma date de naissance. Ça, c'est des cas vécus, là. Oublier sa date de naissance, même se questionner sur son propre nom. Ouais. La performance devant un juge, là, elle est fortement altérée, là, okay? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose. Alors ça aussi, psychologiquement, là, le système est fait de façon consciente pour amener les gens vers les solutions. Alors pour moi, la justice participative, c'est d'être conscient que c'est quoi le citoyen cherche. La justice, elle est là pour répondre aux besoins de ce citoyen-là, non pas pour faire des statistiques, pour répondre aux besoins de ce citoyen-là. Et parfois, le besoin s'exprime ou se répond par des solutions qui sont créatives et qui ne sont pas judiciaires. Miville Tremblay, est-ce qu'on peut penser à des dossiers où on envoie une mise en demeure traditionnelle avec le fameux « veiller à agir en conséquence ». 10 jours plus tard, on prend une poursuite, l'autre lui répond, on fait le protocole de l'instance. Puis quelque part dans le dossier, il y a une initiative qui dit « bon, ben on devrait commencer à discuter ». Mais on ne parle pas d'une journée avant le procès. On commence les discussions. Souvent, on va à la cour puis il y a des suspensions de l'instance, des choses comme ça parce que les parties sont en négociation, mais ils demandent 4 ou 5 mois de suspension. Je me dis tout le temps, 4-5 mois de suspension, c'est pas des grosses négociations, mais peut-être que je me trompe, là. Mais est-ce qu'on peut penser à un scénario où on arrête le processus judiciaire pour justement rentrer et essayer de trouver des solutions plus créatives? Est-ce que c'est quelque chose qui est standard, qui se voit? C'est quoi les taux de succès de ça? En fait, ce qui est plus souhaitable, c'est d'explorer ces modes-là avant d'entrer dans le système judiciaire pour épargner des coûts. Des coûts et aussi des contraintes de système, c'est-à-dire que quand on entre dans le système judiciaire, là, il y a des délais qui s'appliquent pour mettre en état les dossiers. Alors, le 180 jours, le 365 jours en matière familiale, où est-ce que les dossiers doivent être en état. Donc là, ça devient plus complexe au niveau de la gestion. Mais il est possible quand même, en tout temps, d'utiliser la négociation, la médiation. En fait, il n'y a pas un juge qui va être mécontent parce que des clients arrivent avec un règlement. Ils vont toujours les féliciter puis ils vont toujours être très, très, très heureux de ça parce qu'ils savent qu'un règlement est beaucoup plus complet qu'une décision judiciaire. Alors ça, oui, c'est possible et je vous dirais qu'on le rencontre. Ce qu'on rencontre un peu plus, c'est justement les gens qui vont considérer notamment la médiation ou un mode de résolution avant justement d'entrer dans le système judiciaire. Et ce qui leur fait épargner, évidemment, la procédure. Mais un n'empêche pas l'autre. Ce qui est plus compliqué quand on est rentré dans le système judiciaire, c'est justement le respect des différents délais. Là. Alors, demander des suspensions, là, comme tu dis, là, alors des fois, on se dépense un peu dans la gestion de la procédure. Là. Et ça devient un petit peu moins efficace, mais il n'y a rien qui va empêcher les gens de considérer les règlements. Et vous savez, puis ça aussi, les gens ne savent pas, les avocats règlent 9 dossiers sur 10. Alors, avant d'être des plaideurs, ils sont des régleurs. On aura toujours besoin des tribunaux. On aura toujours besoin des tribunaux. Il y aura toujours des dossiers qui auront besoin d'être tranchés par un juge. Ça, là, c'est incontestable. Mais ce n'est pas tous les dossiers qui ont besoin d'être tranchés par un juge. Dans la même veine que ma dernière question, savoir est-ce qu'on peut comme interrompre un dossier pour... comment on fait pour convaincre le client? Souvent, il y a le
principe de on a de l'air faible, on a de l'air d'avoir un dossier perdant si on a l'initiative d'entamer des discussions. Nos clients nous le disent souvent. Moi, mes clients, me le disent souvent. Je dis toujours, l'autre avocat, lui, ça y passe pas par la tête. Je vous le dis tout de suite. Peut-être l'autre partie, ça va y passer par la tête, mais l'autre avocat, ça y passe pas par la tête. Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des façons de gérer cet aspect-là de la crainte du client d'avoir l'air d'avoir un dossier perdant ou d'être plus faible dans le dossier? Ben, en fait, je pense que ça a évolué beaucoup. OK, je vous ferai une comparaison. Là, c'est un peu, à une certaine époque, là, les gens qui allaient faire des études universitaires, c'était les faibles. C'était ceux qui n'étaient pas capables de travailler au champ, c'était ceux qui n'étaient pas capables de bûcher, c'était ceux qui étaient physiquement faibles. Et ça a changé, évidemment. Moi, je vous dirais, les approches maintenant, il peut y avoir ces réflexes-là de dire « Ah, c'est parce que tu n'as pas de dossier ». Mais ultimement, c'est de la sagesse, puis c'est du savoir-faire, puis c'est de l'intelligence. Puis, ultimement, là, le test, c'est pas quand on offre un mode de résolution de conflit, le test de savoir si le dossier est fort ou faible. C'est, ultimement, si on se retrouve devant les tribunaux, est-ce que le droit est satisfaisant ou pas? Mais est-ce que le résultat sera satisfaisant ou pas? Alors, ça, là, je vous dirais, on avait ces réponses-là beaucoup. Puis quand je vous disais tantôt, le droit de la famille, c'est un laboratoire. Quand on est arrivé avec la médiation dans les années 90, là, et en fait, ça s'est mis en place en 97-98, là, parce qu'on en a parlé longuement avant de le mettre en vigueur, la médiation familiale. Oui, ça, j'en parlais avec toi de la médiation subventionnée. Oui, bien en fait, quand on est arrivé avec ça, on avait ces arguments-là, là, de dire, bon, ben écoutez, les gens vont dire que les dossiers sont faibles, on n'aura plus de dossiers, il va y avoir une double justice, il va y avoir la justice pour ceux qui ont les moyens, la justice pour les faibles, puis ça va donner des résultats tout croche. Bon, 20 ans plus tard, je vais vous dire, il y a un nombre, je ne sais pas les statistiques là, du nombre de dossiers qui se règlent. Moi, je peux vous dire que vu que je fais ça de la médiation, je suis très occupé. Il y a beaucoup de gens qui viennent en médiation et ça règle dans des taux de plus de 90%. Puis les gens ne sortent pas de là en disant on est faible. Les gens sortent de là en disant waouh, on a réglé. Puis non seulement on a réglé, mais on a une relation saine. Puis on est capable de faire mieux que ce qu'on aurait pu même imaginer. Dans ces réflexions sur le programme de médiation familiale subventionné, la Chambre des notaires du Québec suggère de bonifier cette offre-là. Est-ce que tu... Bonifier au niveau de ce qui est offert au niveau de la tarification, ben, on ne peut pas être contre ça, c'est certain. Et moi, je dirais, la contrainte principale, c'est en fait de limiter après l'intervention du professionnel à ce qui est prévu par Je pense que c'est 5 heures de prévu maintenant. C'est 5 heures pour une première médiation. OK. Et 5 heures. Et après les 5 heures, le tarif est prévu, c'est-à-dire c'est 110 de l'heure séparés entre les parties. C'est là, je trouve, que le bas blesse, là, dans le sens J'imagine qu'il y a une grosse pression de régler en 5 heures. C'est un peu pression, ça oui, me semble pour serré. régler en 5 heures. Je vous avoue que 5 heures, on arrive à régler. Moi, dans bien des dossiers, c'est suffisant. Okay. Ça va dépendre, évidemment, de l'ampleur des dossiers, là, puis de l'ampleur du conflit. Mais c'est surtout pourquoi après on limite le professionnel à un taux de 110. Là. Puis là, moi, je trouve que ça crée des problématiques dans le développement. Alors, le professionnel, par exemple, qui va facturer 200, 250 dans le litige, puis que parce qu'il fait de la médiation, il est limité à 110 $, ben il ne développera pas son offre de médiation. Mm-hmm. Alors, s'il serait limité dans le 5 heures ou dans le 2h30 pour les gens qui reviennent en révision, ça, c'est des 2h30 quand les gens reviennent pour des révisions. Puis c'est par événement, là, c'est pas une fois par année, c'est par événement. Donc, des fois, on peut rencontrer les mêmes parents 2-3 fois dans la même année. Alors, si au-delà de ce qui est subventionné, ben le médiateur pourrait facturer son taux selon sa pratique, je pense que ça serait plus logique. OK? Puis là, en fait, c'est des visions gouvernementales. Là. On pourrait parler aussi, en matière civile commerciale, il n'y a aucune subvention. Il y a la médiation de petite créance qui carrément interdit aux médiateurs de facturer au-delà de la subvention, ce qui est une aberration parce que des fois, on a des dossiers de 30 000 $ réduits à 15 000 dans les petites créances. C'est des dossiers d'importance. Mm-hmm. Puis, je veux dire, les honoraires sont ridicules. Donc, l'offre de médiation ne se développe pas. Parce que malheureusement, c'est pas viable.
Il faut nommer les choses. C'est pas viable économiquement. Ça, on va en parler un petit peu après la pause aussi, Miville-Tremblay, de cet aspect-là. Mais si on peut maintenir encore, parce que là, tu dis, bon, il y a des avocats qui pourraient bonifier un peu leur offre de service et rapport avec la médiation. J'aimerais ça que tu nous parles de l'autre aspect de ta pratique à titre de conseiller en règlement auprès d'avocats ou d'entreprises qui veulent développer ou utiliser des outils pour prévenir ou solutionner des conflits. Je pense que c'est une bonne idée d'offrir des services pour aider les gens à régler. Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça que tu offres aussi. Bien, en fait, et là, c'est une offre sur mesure, c'est-à-dire quels sont les besoins, encore une fois, de l'entreprise ou des avocats ou des gens. Tu sais, je vous donne un exemple de dossier où ce que les avocats négocient. Des fois, avoir un tiers neutre et impartial va faire une différence. Et ça m'est arrivé dans on va dire, dans des contextes de médiation, mais la médiation, c'est de la négociation assistée. Hein. Alors, ça m'est arrivé dans un tel contexte d'amener une option là, de résolution et une des parties dit de façon spontanée, « Oui, mais j'ai déjà offert ça. » Oui, vous l'avez déjà offert, mais ça venait de vous. Ça venait de l'autre partie. Ouais. Ce qui n'a pas la même sonorité que si ça vient d'un tiers neutre et impartial. Okay. Alors, l'accompagnement des professionnels dans une négociation... Ou si ça vient avec une explication complète, j'imagine. Mais c'est en fait de neutraliser, d'avoir cet input-là, d'avoir cette influence-là du tiers neutre et impartial. Influence, c'est pas le bon mot, là, d'avoir cet ajout-là, cette valeur ajoutée, d'avoir une personne neutre et impartiale pour faciliter la négociation entre les parties. Tu dis qu'influence, c'est pas le bon mot, mais dans la psychologie des gens, il y a une influence qui est exercée par... Le résultat est le même. C'est ça. Peut-être le résultat est le même. Mais effectivement, alors ça, c'est une valeur ajoutée. Nos clients veulent se faire dire que c'est un bon règlement, alors qu'on dit non, c'est toi qui décides. Oui, mais ça va venir de son avocat. OK? Mais quand l'idée vient d'une autre personne que l'autre partie. OK, merci de préciser. Okay, je comprends que l'autre partie. Quand ça vient de l'autre partie, c'est teinté d'une peur, c'est teinté de « Ah, c'est trop beau pour être vrai. Ah, s'il me donne ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. » Mais quand ça vient d'un tiers qui n'est pas impliqué dans le conflit, à ce moment-là, l'écoute est meilleure. Okay? Ça, c'est pour des gens là, qui sont dans une négo, assistés notamment par des avocats. Alors, la valeur ajoutée de se faire assister comme professionnel, comme avocat, dans une négociation, ça fait une différence. Dans les entreprises, on va parler beaucoup dans des techniques de gestion qui ressemble, en fait, qui nous revient à la négociation raisonnée. Parce que la négociation raisonnée origine de techniques de gestion de relations de relations humaines, en fait. Là. Et les RH. Là, les RH, c'est ça. Alors, quels sont les besoins et intérêts? Alors, une bonne gestion qui tient compte de tous les besoins et intérêts, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas de conflit. Et le conflit, c'est l'expression de besoins et intérêts qui n'ont pas été rencontrés. Alors, à ce moment-là, on ne panique pas, on retourne dans l'analyse, c'est quoi les besoins et intérêts qui n'ont pas été rencontrés, et à ce moment-là, on va réappliquer les techniques de négociation raisonnée. À titre de conseiller dans ce cas-là, au niveau des entreprises, c'est de laisser l'entreprise faire les démarches, mais les assister, disons, backstage, pour leur donner des pistes de solutions. Ça s'exprime beaucoup par de la formation, par de l'accompagnement, puis de la compréhension, en fait, de c'est quoi le conflit. Mais ça, c'est une belle offre de service que les avocats peuvent développer. Absolument, absolument. Puis c'est à l'avantage de tous. Tu sais, si on entend là, ISO 9000 quelque chose, tu sais, dans les entreprises, là, qui en fait, c'est une approche d'amélioration continue. Mais c'est la même chose ici avec la prévention et la gestion des conflits. C'est-à-dire qu'on va chercher des outils. Puis là, je vous parle des petites et moyennes entreprises. Là. Une petite entreprise qui a quelques employés, là, ça reste de la gestion complexe. Là. Un homme, une femme d'affaires ne sont pas nécessairement des gestionnaires de RH. Là. Mais aller chercher cette compréhension-là, parce que la négociation raisonnée, ce qui est intéressant, c'est que c'est très cartésien, c'est très schématisé. Là, on comprend, on les nomme les besoins et intérêts. Je vais juste vous faire une petite incursion, là, mais un besoin de substance. Là. Un besoin de substance, c'est que j'ai besoin de quelque chose, de l'argent, un bien, une lettre, quelque chose qui est de la substance. On ne répond pas à un besoin de substance par un besoin psychologique. L'inverse est aussi vrai. On ne répond pas à un besoin psychologique par un chèque. C'est un besoin d'excuses. Un besoin d'excuses, là,
c'est un autre enjeu. Ça, au Québec, on n'a pas de loi sur les excuses, là, mais le besoin d'excuses, c'est un besoin psychologique. Savoir comment ça serait rédigé. Déjà, on écrit souvent les lois à l'envers. Ouais. En fait, la loi sur les excuses, c'est un paragraphe. Ça dit simplement que les excuses ne peuvent pas être considérées comme une admission de responsabilité. Okay. C'est tout. Parce qu'au Québec, notamment les compagnies d'assurance, quelqu'un qui fait des excuses n'est plus couvert par sa compagnie d'assurance responsabilité, parce que c'est interprété comme une reconnaissance de responsabilité. Alors ça existe dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Mais bref, quelqu'un qui a besoin d'excuses dans un conflit, juste de se rencontrer puis de dire « Je suis désolé, je prends conscience maintenant de l'impact que telle chose a eu dans ta vie. » C'était pas mon intention de te rendre malade ou de donner le sentiment que tu n'étais pas bonne ou bon au travail. Je suis vraiment désolé que tu aies ressenti ces éléments-là. Il y a quelque chose de très juste qui se fait là-dedans quand on parle de justice. Puis c'est pas un chèque sans autre considération qui va venir donner cette satisfaction-là. Alors, cette compréhension-là de nommer les choses, de bien comprendre c'est quoi les vrais enjeux, c'est fascinant. Miville Tremblay, juste que tu me titilles un peu. C'est quoi le problème de la loi sur les excuses? Aujourd'hui, une excuse, c'est une admission. Une admission vient avec un paiement. Ouais. Mais des fois, juste s'excuser, c'est des enjeux systémiques. Là. C'est toujours projet de loi. Est-ce que ça sera en terme? Est-ce que c'est question prioritaire, de priorité ministérielle, ces choses-là? Mais ton expérience dicte que permettre aux gens de recevoir des excuses qui ne sont pas attachées avec un cordon de responsabilité aurait un impact sur absolument. Sur C'est démontré dans d'autres provinces au Canada, dans d'autres pays dans le monde. Et on se prive d'un outil à grande valeur humaine, à grande valeur de justice. C'est une question de volonté législative présentement. Je sais qu'il y a des projets là, qui sont... Mais on a des élections 4 ans. Hein? Alors, le projet monte, puis pouf, il arrive une autre élection. 18 mois pour la prochaine. Ben, c'est ça. Alors, je sais que le projet est encore je dirais, sur certains bureaux. Je ne sais pas où il est rendu présentement avec le gouvernement qu'on a. On parle ici là, au niveau provincial. Ouais. Mais ça, en soi, là, je vous dirais, c'est un élément qui nous manque au Québec. On va prendre une petite pause, Miville Tremblay, et ce dont nous allons parler après la pause, vivre de la justice participative comme avocat, est-ce que c'est possible? On va parler d'accès à la justice et du futur de la profession, évidemment, avec en tête la justice participative, toujours là, dans la façon de fonctionner. Mon invité aujourd'hui, Miville Tremblay, qui est spécialiste en justice participative, et nous allons prendre une petite pause simplement pour reprendre notre souffle. Miville Tremblay a le verbe assez facile. Alors, je fais une petite pause, chers amis juristes. Je vous invite simplement à vous abonner au podcast Questions de preuve si vous aimez ça. Nous, ça nous aide beaucoup. Il faut avouer là, que c'est difficile de trouver nos heures de formation professionnelle continue. Des fois, si on se l'avoue, on prend des heures parce qu'elles sont soit gratuites, elles sont soit plus proches de nous, elles sont soit avec un bon lunch qui vient avec ça. Mais moi, ce que je vous offre, c'est des heures de formation professionnelle dans votre auto, au gym, dans un contexte qui est un petit peu, je l'avoue, hors du commun. Mais ça fonctionne. L'audio, c'est un médium qui favorise la rétention et je pense qu'en écoutant nos podcasts, on transfère pas mal d'idées, on transfère du savoir et on facilite grandement l'obtention des heures de formation professionnelle continue. Obtenez vos 30 heures de formation professionnelle continue si vous achetez l'abonnement, disons 30 heures, ça revient à 10 $ l'heure. Donc à 10 $ l'heure, 300 $ pour vos 30 heures de formation professionnelle continue. Nous autres, ça va nous permettre de continuer à produire des épisodes. Puis vous, de votre côté, ben c'est pas exactement une dépense qui est déraisonnable puisque ça vous empêche pas même d'aller dans d'autres formations, mais ça aura l'avantage au moins de vous permettre d'obtenir vos heures et d'écouter des gens de la communauté juridique qui sont intéressants, qui ont des choses à partager. Et je pense que c'est une bonne façon aussi d'encourager l'accès à la justice.
Alors prenez quelques minutes, allez sur le site rivercastmedia.com sous l'onglet questions de preuve. Abonnez-vous, vous allez obtenir des crédits de formation, vous écoutez les podcasts, vous entrez le mot-clé et on vous envoie l'attestation de formation professionnelle continue. C'est aussi simple que ça. Évidemment, comme toujours, l'écoute de nos podcasts est tout à fait gratuite. Il n'y a aucune obligation d'acheter les attestations de formation, mais on encourage les juristes à le faire. Ça facilite l'obtention de la formation et évidemment, ça nous encourage et ça nous permet de continuer à produire des épisodes. Nous sommes de retour avec Miville Tremblay, avocat, médiateur et formateur spécialisé en justice participative. Miville, on avait convenu de parler après la pause, entre autres, est-ce que c'est une pratique de pauvre, faire de la justice participative? Est-ce qu'on peut en vivre? Absolument pas. Ben oui, on peut en vivre. En fait, il faut développer ces nouvelles approches. Quand on parle de développement, on se projette vers le futur, on ne se projette pas vers le passé. Mm-hmm. La société évolue, les citoyens évoluent, il faut que la profession évolue aussi, il faut que l'offre de services évolue, il faut qu'on... Faut pas qu'on attende -1 pour changer nos pratiques. Moi, vous voyez, je pratique exclusivement dans les modes de résolution de conflits. Je suis avocat, j'ai décidé de ne plus plaider. Je peux aller plaider demain matin si je veux. De toute façon, je dis toujours un peu à la blague, je ne plaide plus devant les tribunaux, mais je plaide à tous les jours. Ouais. Parce que mes compétences sont bonnes, pas seulement devant les tribunaux, sont bonnes à bien des égards. Et je m'en sers donc dans mes approches autres. Et mon constat, c'est que les citoyens ils veulent entendre parler de justice participative. Ils sont intéressés. La profession juridique n'est pas exclusive aux plaideuses et plaideurs. Mais non. Il y a bien moins d'avocats plaideuses et plaideurs qu'il y a d'avocats qui font autre chose. Bien, c'est en fait, les statistiques, c'est qu'il y a environ, moi j'arrondis à 10%, mais en réalité, c'est 7% des dossiers inscrits qui sont effectivement plaidés. Mm-hmm. Ça veut dire que 90% ne se rendent pas à procès. Et ça, ce sont les dossiers inscrits à la Cour. Mm-hmm. Donc, on ne parle pas de tous ceux qui ne sont pas inscrits. Ouais. Donc, la justice, ça ne se passe pas que devant les tribunaux. Et c'est là que c'est important de faire comprendre aux citoyens que la justice, il y a des objectifs de justice qui sont atteignables dans des délais beaucoup plus humains, beaucoup plus réalistes, avec des investissements économiques beaucoup plus réalistes, puis avec une satisfaction... je dirais probablement, dans mon expérience, là, augmentée, accrue, parce qu'effectivement, on ne se concentrera pas que sur le volet juridique. Mais ça demande quand même un conflit. Moi, dans ma pratique, à moi, je ne peux pas téléphoner à quelqu'un et dire « As-tu quelqu'un à poursuivre? » Donc, tu es quand même dans la même position. Ouais. Ça implique un conflit. La recherche de clientèle, qu'est-ce qu'on fait avec le client? Est-ce qu'on peut demander des avances? Est-ce qu'on fonctionne à l'heure si on est à l'extérieur, disons, du processus de médiation familiale subventionné? Est-ce qu'on peut chargé à forfait? C'est quoi le modèle? Toutes ces réponses sont bonnes. Okay. En fait, première des choses, des conflits, il y en a, puis il va toujours en avoir. Conflits naturels, il va toujours en avoir. Donc, c'est la gestion des conflits. Et là, c'est là qui est intéressant. On les gère comment, ces conflits-là? Je vous parlais tantôt de formation. Oui. Si on peut permettre à une entreprise de réduire leurs conflits je sais pas, moi, 30 %, 50 %, 80 % parce qu'on leur donne des pratiques plus adéquate dans la prévention des conflits. Donc, ça veut dire au niveau de la gestion par des techniques de négociation raisonnées, écoutez l'impact que ça peut avoir. Moi, je dis que ces approches-là facilitent même le développement économique. Parce que de nos jours, l'argent, ça doit rouler. Et le temps, vous savez, tout va plus vite qu'il y a 10, 15, 20 ans. Là. La même prestation aujourd'hui, c'est d'une minute à l'autre. Ce qu'on faisait avant, dans le délai d'1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois d'années. Alors, tout va plus vite. Donc, le temps, c'est aussi de l'argent. Et comment est-ce qu'on offre nos services? Bien, évidemment, moi, quand les gens m'appellent, premièrement, il y a une discussion. Bien, c'est quoi votre enjeu? C'est quoi la dynamique avec l'autre partie? Croyez-vous qu'il y a de l'ouverture? Et là, faut être, je vous dirais, j'allais dire stratégique ou allumé par rapport au potentiel de tout ça. Mm-hmm. Alors, par exemple, ça pourrait être de dire, ben écoutez, explorer la nouvelle mise en demeure. Ça peut être une belle opportunité de montrer à l'autre qu'il y a une ouverture. Puis peut-être que ça va tout de suite donner le sentiment à l'autre que, oups, il y a une flexibilité qu'il ne pensait pas que vous aviez. Ça peut être ça. Est-ce qu'il y a des avocats au dossier? Très aidant quand il y a des avocats au dossier, parce que là, on peut proposer aux avocats. Il y a des avocats qui vont en parler systématiquement à l'autre collègue
de façon à l'intégrer. Puis là, de dire, bon, ben écoutez, Maître Tremblay, voulez-vous nous coacher en égo? Voulez-vous faire de la médiation? Voulez-vous faire une médarde? Puis là, on en discute ensemble, puis on met de l'avant les procédés. Il y a parfois... Mais quand tu t'en vas en médiation, là, tu tombes un peu impartial à partir de ce moment-là. Bien, en fait, c'est... Donc, on fait pas d'opinion à notre client. Non, on ne fait pas d'opinion. Le médiateur est neutre et impartial. Bon, là, on peut rentrer un petit peu dans le raffinement. C'est-à-dire qu'il y a différentes approches de médiation. Je vais vous parler, là, je vais vous donner 3 termes. Il y a la médiation qu'on appelle facilitative, où est-ce qu'en théorie, il n'y a pas d'opinion, puis on facilite la négociation entre les parties. Négociation raisonnée. Il y a une médiation qui s'appelle évaluative, où est-ce que le médiateur va donner plus de, j'allais dire du feedback en bon français. Là. Donc, pas des opinions, mais une rétroaction, c'est-à-dire... Un peu interventionniste, peut-être? Plus interventionniste. On va parler, par exemple, des conférences de règlement amiable. C'est souvent plus sous la forme de médiation, plus évaluative. C'est-à-dire que le juge, parfois, va dire des éléments un peu plus pointus dans son interprétation des positions des parties. Si moi, j'étais le juge au fond, ouais, j'évaluerais... telle partie de ton argument peut-être un peu moins forte que l'autre partie. Tu comprends bien le terme médiation évaluative. Ouais. Ici, là, c'est qu'on émet des évaluations bon, la ligne est mince entre l'opinion et l'évaluation, mais bref, souvent les parties ont besoin de ça. Il y a une autre approche de médiation qu'on appelle transformative, qui, elle, est beaucoup plus, je vous axée sur les gens. On va la voir beaucoup dans des milieux où il y a une proximité entre les parties, par exemple, dans un environnement de travail, par exemple, un conflit de travail là, qui est toxique. Alors, et là, les approches sont tout à fait différentes. C'est un autre monde, mais je vous dirais que c'est fascinant la puissance de la médiation transformative, mais c'est en fait, le défi dans la médiation transformative, c'est justement de ne pas faire le travail pour les parties. Okay. Alors, comme professionnel, des fois, on veut être en contrôle, là, on intervient. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a quand même un réflexe. On a des personnalités fortes, puis l'intervention, on veut que ça avance, suggérer le meilleur règlement. Médiation transformative, on ne porte pas, mais c'est la responsabilisation. C'est une autre approche là, qui est aussi fascinante, mais qui ne répondra pas nécessairement à tous les besoins. Mais si un client vient te voir pour que tu le représentes, tu lui suggères des méthodes alternatives, finalement ton mandat se transforme en médiation, je m'excuse, mon réflexe serait de dire que ça doit être moins payant, ça. Ben en fait, non, c'est pas moins payant. C'est tellement efficace que la meilleure pub que je peux avoir, c'est le client qui m'essaye. Ouais. OK? Alors, l'idée, moi, c'est effectivement de dire est-ce que j'ai de la clientèle ou j'en ai pas? Ça, c'est le premier défi. C'est donc de développer la demande. Et pour développer la demande, il faut que l'offre soit claire. Alors, un des objectifs de me spécialiser, c'était effectivement de dire je suis un avocat pas normal. Je le dis ainsi, là, parce que je dis de moins en moins que je suis avocat parce que je suis confronté aux préjugés qui existent face à la profession. Alors souvent, quand je dis que je suis avocat, les gens reculent physiquement. OK, je pensais du préjugé que tu parlais. Je pensais que tu parlais du préjugé des autres avocats envers quelqu'un qui fait de la médiation. Non, des citoyens envers les avocats. Okay. Donc là, je dis, écoutez, je suis médiateur, membre du barreau. Alors, j'y vais un peu plus avec le dos de la cuillère. OK. Et pour susciter de l'intérêt puis de discuter. Mais c'est à force d'en faire que... Ça, c'est un peu comme la saucisse. Là. Est-ce qu'elle est bonne parce qu'on en mange ou on en mange parce qu'elle est bonne? Je veux dire, ça devient à un moment donné... Je sais pas si c'est une expression du Saguenay. Je l'avais jamais entendu. Ah non? Bon, ben, vous voyez. Non, c'est pas du Saguenay, là, mais bref. Autrement dit, plus on en fait, plus on va être porté à en faire. Parce que les gens qui y goûtent sont nos meilleurs ambassadeurs pour transmettre cette connaissance-là de ces outils. Et moi, présentement, là, c'est les parties elles-mêmes qui m'appellent, qui me disent « Écoutez, on vit telle situation, comment on fait pour intégrer un mode de résolution de conflit? » Alors là, comme je vous dis, on analyse la situation. Bon, ben, exemple, je pourrais très bien dire, écoutez, ça serait opportun que vous alliez voir un avocat, c'est pas moi qui va le faire, que vous alliez voir un avocat, que vous alliez chercher une information pour vous et demander à l'avocat d'envoyer une lettre d'invitation. C'est pas toujours une mise en demeure. Hein? Okay. La mise en demeure n'est pas exigée dans tous les cas. Alors, une lettre d'invitation pour proposer, ou est-ce que l'autre partie, on a des chances que l'autre partie soit aussi représentée par avocat, ce qui peut faciliter la démarche. Ouais. Alors, 2 avocats,
ben là, on va demander aux comme je disais tout à avocats. l'heure, un avocat qui reçoit une lettre dont le dernier paragraphe et je vous invite à discuter, normalement devrait pogner valeur ajoutée d'être représenté. Là. Ouais. Alors, et là, bon, au niveau des coûts, ben, ce qui est avantageux, première des choses, là, c'est que je suis dans la plupart des dossiers à coût partagé. OK. Alors, mon taux horaire est donc divisé en deux. Ça ne veut pas dire que je le double. Là. Je garde mon taux horaire régulier, mais partagé entre les parties, ce qui fait que les parties sont toujours impressionnées parce que effectivement, ça n'a pas coûté aussi cher qu'ils pensaient. Ça n'a pas coûté aussi cher qu'ils pensaient. Puis même que des fois, ils vont négocier ça entre eux. Ils vont dire, bon, ben écoute, est-ce que tu veux finalement assumer les coûts en entier? Ah ben OK, oui. Dans notre résolution, je vais accepter d'assumer les coûts. Bon, moi, ça ne fait pas de différence pour moi, mais entre eux, ça devient parfois un élément de négociation, de discussion. Je n'ai absolument rien contre ça. Puis est-ce que des avances, ça se demande? Ou... Ça va se demander. Ça va dépendre de l'ampleur du dossier, ça va dépendre aussi de qui sont les parties, etc. Alors souvent, quand les parties, quand je vois que ça peut être sécurisant pour les parties là, de demander un dépôt, c'est-à-dire qu'ils savent que jusque-là, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de soucis. Et que l'autre a participé. Oui, aussi, de part et d'autre, l'investissement partagé. Alors, je vais le demander. Vraiment, là, je fais du cas par cas. Alors, vous voyez, j'en ai des médiations là, actives présentement, puis j'ai décidé de ne pas demander de dépôt, mais je fais des facturations qui sont régulières. Okay? Alors, on franchit une étape, je facture. Normalement, je suis payé dans les jours qui suivent. Est-ce que vous faites des budgets? Est-ce que vous oui, je vais faire des projections d'heures, même chose qu'on fait? Oui, je fais des projections en disant, écoutez, on va faire par exemple une étape de prémédiation, j'estime tant de temps. Après ça, une première plénière, tout le monde ensemble. On va consacrer, on arrondit, on pense faire telle chose. Allons-y pour un 30 heures, donc un budget de temps. Et donc, suite à ça, on verra si on continue ou si on arrête. OK? Fait qu'on fait une projection comme ça et c'est à la satisfaction des parties. Puis, en faisant des factures régulières, bien évidemment, les parties suivent également l'évolution de leur dossier. Et moi, mon étonnement, c'est toujours de voir comment, en fait, les outils sont efficaces et très satisfaisants pour moi au niveau économique. Là. Très satisfaisants pour moi au niveau économique. Mais si je compare avec d'autres alternatives, je me trouve très accessible. Ouais. Je trouve ça très intéressant pour les citoyens dans leur quête de justice, là, de voir que ça atteint des niveaux qui sont plus faciles à rencontrer. Mais de toute façon, ce que je comprends, fait que oui, il y a de l'argent à faire, mais ce que je comprends, c'est comme dans tous les métiers, dans toutes les professions, il faut avoir une clientèle en partant. Donc, de base, il y a quand même la recherche de clientèle. En fait, c'est là la particularité. C'est arriver et dire une clientèle en partant, on n'aura pas de clientèle en partant. Parce que tout est à faire. Ce que je veux dire, il faut développer la clientèle. Il faut la développer. C'est ce que je voulais dire. Donc, avant même de pouvoir dire est-ce que je peux vivre de la justice participative, il faut avoir une clientèle. Ouais, il faut développer et faire venir des clients. Il faut s'investir dans le développement de notre clientèle, dépendamment où on est. Et ça, là, j'ai beaucoup de collègues là, qui sont formés en médiation et qui disent, écoute, moi, je suis prêt, j'attends l'appel. Oui, j'attends l'appel, c'est correct, mais est-ce que tu en parles? Est-ce que tu vas... Est-ce que le même type de réseautage qu'on fait pour avoir un client commercial. Exactement. Et là, moi, je dis, évidemment, quand on fait à la fois, je dirais, une pratique traditionnelle versus une approche plus médiation ou plus justice participative, il faut qu'on soit en mesure d'avoir un discours clair. T'sais, dans l'offre, si on garde une pratique traditionnelle, on fait partie aussi de la justice participative, mais il faut qu'on s'ouvre aux autres outils qu'on ne fera peut-être pas. Mais que vous parliez de la médiation avec votre client, même si vous ne faites pas la médiation, mais que vous accompagnez votre client en médiation, c'est aussi bon que de l'accompagner en conférence de règlement amiable. La nuance, c'est que vous n'aurez peut-être pas les honoraires de la paperasse que ça va prendre pour vous rendre en conférence de règlement amiable. Ouais. Mais le client satisfait, j'ai un dossier l'autre jour, les gens, c'était un autre dossier là, de vice caché, mais encore une fois, des gens qui ont un dossier de vice caché, c'est important pour eux, mais l'enjeu économique, là, objectivement parlant, on peut dépasser l'enjeu économique facilement dans le milieu judiciaire en coût. Un vice caché de, je sais pas, moi, 100 000 par exemple, puis ça en coûte 50 000 pour aller chercher un jugement, pas nécessairement un chèque. Une première étape, un jugement, là, tu poses tu as des inquiétudes et tout ça, mais le 100 000, il est important pour le client. L'investissement que ça prend pour aller chercher le 100 000, il n'est pas certain de le récupérer à la fin. Toute une gestion de risque.
Si on s'investit et que ça en coûte 4-5 000 pour avoir une résolution complète, tu dis « wow! » Mais cet avocat-là, il n'aura peut-être pas fait des procédures, il n'aura peut-être pas été jusqu'aux conférences de règlement amiable qui fait en sorte qu'il y a plus de travail, etc. Mais cet avocat-là, probablement qu'il va être la première référence mentionnée par ses clients lorsqu'ils vont rencontrer d'autres citoyens qui vont avoir des besoins similaires. Ils vont dire « Va voir cet avocat-là parce qu'il nous a fait un sacré bon travail. » Et ça fait la différence dans le développement de notre profession qui, actuellement, écoutez, on est l'équivalent je pense, on est d'un dernier là, au niveau de l'évaluation de la crédibilité. Là. Hein? Alors, mais ça, individuellement, moi, que les gens disent, écoute, va voir Maître Tremblay parce que ça marche, puis c'est accessible. C'est ça, l'accès à la justice. C'est pas l'accès aux tribunaux. C'est l'accès à une finalité qui me donne un sentiment de satisfaction dans ce que je vis puis que je considère injuste. C'est une excellente transition avec notre prochain sujet au niveau de l'accès à la justice. Oui. Donc, c'est clair de ce que tu nous parles que c'est un des fondements, la justice participative, c'est un des fondements de l'accès à la justice. L'accès à la justice, c'est pas simplement, ça nous coûte moins cher. Des fois, c'est simplement pour un citoyen de savoir qu'un droit existe. Mm-hmm. Donc, ça fait partie de notre travail à titre de juriste et membre de la communauté juridique de dire aux gens qu'il y a un droit qui existe puis une façon de le solutionner. Est-ce que tu crois que la justice participative est un enjeu encore plus important au moment où on se parle maintenant et pour le futur de la profession? Ben moi, je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est l'avenir parce que il y a des changements importants qui sont déjà là, qui sont bien présents, qui viennent perturber en fait les façons de faire et qui s'en viennent aussi. On parle par exemple de tribunaux en ligne, on parle de... Vous savez, je donne toujours l'exemple, en 2005 à peu près, on a retiré le droit de nos bibliothèques comme avocat, puis on l'a mis sur Google. Mm-hmm. On s'en est même pas aperçu, on s'est levé le lendemain matin, on a continué notre quotidien, mais avant ça, les gens venaient nous voir pour consulter la loi. Maintenant... ils viennent nous dire l'article 237 s'applique dans mon cas. Ils arrivent avec la loi dans leurs mains. Ouais. C'est extraordinaire, mais comme professionnel, quand on analyse ça, c'est tout un rôle qui a disparu sans même qu'on nous le demande ou qu'on soit conscient. Mm-hmm. Ce n'est que le début. Alors, la justice participative, c'est de changer la relation avec le citoyen pour permettre effectivement des résultats, je parle de sentiment de justice, dans la définition que tu as lue au départ, le sentiment de justice. Donc, le sentiment, c'est la personne qui vit l'injustice qui va nous dire son sentiment. Là. C'est subjectif. Puis je disais aussi, c'est rétablir des ponts entre la justice et les citoyens. Si on peut servir à ça, là, si on peut être effectivement un intervenant de justice qui accompagne pour répondre à ces besoins-là de façon sur mesure, comme je dis dans ma définition encore, et je pense que c'est ce qui va nous permettre de passer à une autre ère, c'est-à-dire d'être dans coopération, collaboration avec les citoyens. Il y a une responsabilisation du citoyen qui vient avec ça aussi. Là. Le citoyen qui se dit, écoute, oui, je fais mes choix, puis c'est moi qui décide de l'issue. Moi, j'explique toujours à mes clients, vous savez, quand vous choisissez le résultat de votre conflit, c'est pas mal plus facile de le vivre avec après que quand on se le fait imposer. Il y a quelque chose là aussi d'important. Et comme avocat, bien évidemment, la responsabilité qu'on a de porter les gens, dans quelle mesure qu'on doit tout porter. Je pense qu'on est à un autre niveau de responsabilisation. La responsabilisation, comme les médecins d'ailleurs, c'est d'accompagner, c'est de bien diriger l'information que le citoyen va chercher lui-même. Mm-hmm. Les médecins sont pris avec la même réalité. Là. le patient arrive dans son bureau, il y a 2-3 diagnostics, puis il y a déjà... le médecin doit dire OK, bon, ben écoutez, on va faire des examens, puis on va valider ou on va compléter, puis il n'empêchera pas les gens. Moi-même, je le fais. Alors, la réalité, c'est que la justice participative, c'est une opportunité, j'allais dire, à la fois pour le citoyen, comme le professionnel, comme le milieu judiciaire, de se développer en harmonie et de non pas créer des solitudes.
Parce que ce qui est dangereux, c'est justement qu'on crée des solitudes, c'est-à-dire que la profession soit d'un côté, que le milieu judiciaire soit d'un autre côté, puis que le justiciable se contente de se faire justice sur Facebook ou sur la facture ou la télévision, parce que c'est des moyens de pression maintenant qui donnent des résultats, il faut l'admettre. Mais c'est tout ça qu'on veut comme société. Mm-hmm. Hein, on aimerait comme société avoir des mesures qui sont aidantes puis qui permettent aux gens de retrouver une certaine harmonie entre eux dans des situations qui sont difficiles pour tout le monde. Le conflit, là, c'est personne qui a du fun, mais le conflit est naturel, encore une fois. Mm-hmm. Donc moi, je vois la justice participative comme une façon de se détacher des préjugés qui existent face à, je l'ai dit tantôt, la justice et la profession, et de reformuler les choses avec des valeurs ajoutées qui sont intéressantes. Fait que la justice participative, c'est quand même de la justice, c'est quand même du droit, c'est quand même du conflit. C'est un peu des choses qui animent les avocats. Est-ce que tu penses que dans l'offre de formation des jeunes juristes, et même dans la formation continue, est-ce que c'est des choses qui devraient être un peu plus intégrées, les enjeux de justice participative? Ouais. On ne peut pas être contre la vertu, puis c'est sûr que d'en faire plus, c'est souhaitable. Maintenant, bon, la formation, premièrement, il y a de cibler les bonnes personnalités pour rentrer en droit. Bon, ben, est-ce que les profils changent? Moi, je pose la question, l'identification, la réponse est pas évidente. Certaines universités vont effectivement faire des sélections de profils. Il y a ça d'une part. Mais en même temps, je vous dirais, il reste que l'offre est diversifiée. Donc, la diversification des profils est aussi importante. Mm-hmm. Alors, l'idée, c'est qu'on n'est pas tous en plaidoirie, on n'est pas tous en médiation, on n'est pas tous en arbitrage, mais c'est cette diversité-là qui va faire en sorte que l'offre va aussi être diversifiée. Donc, tu nous dis que la formation est importante, mais qu'elle soit obligatoire, c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde. Bien, je pense que, moi, il faut qu'on intègre le discours de la justice participative de façon transversale. Okay, dans toutes les formations qui existent. C'est-à-dire, c'est beau de parler de la loi puis de la jurisprudence, mais que des fois, on peut avoir intérêt à aller au-delà et d'aller dans des modes d'intervention qui ne se limiteront pas à la loi, et toujours sous réserve de la loi d'ordre public, là, évidemment. Alors, on ne peut pas décider de tuer personne, par exemple. C'est un non-sens. Mais de dire, écoutez, oui, puis là, il y a d'autres éléments qui prennent de l'importance, comme la confidentialité des résultats aussi. Là. Ouais. Alors, c'est un nouvel enjeu qui suscite de nouveaux pouvoirs, en fait, le pouvoir de l'opinion publique, qui est plus fort que jamais. Alors, la formation, c'est... Tu parles des réseaux sociaux, entre autres. Bien, les réseaux sociaux, voilà. Les réseaux sociaux, puis en fait, des multiples réseaux sociaux. On le voit, il y a maintenant des gouvernements qui gèrent avec ça. Alors, moi, je dis que c'est un tsunami, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va simplement regarder la vague arriver? On n'empêchera pas la vague, mais on peut peut-être faire des canaux pour amener l'eau quelque part. Okay, on peut peut-être essayer d'amener cette vague-là pour ne pas emporter tout le monde, mais de développer une intelligence dans cette utilisation-là. On n'arrêtera pas ce phénomène-là. Ça va avec l'évolution de la société, mais il faut qu'on soit capable de l'analyser puis de s'éduquer comme socialement puis être capable d'en faire quelque chose qui va nous porter vers le positif, non pas vers tout n'importe quoi. On parle des fake news, on parle de toutes sortes de phénomènes qui viennent avec. Dans le milieu judiciaire, c'est la même chose. Les idées, les concepts qu'on entend parfois des gens, j'ai entendu dire que, j'ai lu que, écoutez, c'est épouvantable, la désinformation. Alors, le rôle de l'avocat va toujours être important, mais dans une dynamique différente. Le professionnalisme va prendre toute son ampleur, c'est-à-dire d'être son crédible, l'importance de notre formation, de la qualité de ce qu'on offre comme information puis comme accompagnement, mais aussi la relation personnelle. On va peut-être devenir davantage, justement, sociaux que juste logiques. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, par exemple, il va y avoir des processus où ce que les gens vont pouvoir faire, on le voit là, notamment le projet Parle avec la protection du consommateur, là, qui est un projet de négociation en ligne, de résolution. Puis il y en a d'autres là, dans le monde, ça s'en vient ici aussi. Mais donc les gens sont mis en face à des outils technologiques, mais parfois ils ont besoin d'être accompagnés parce que le facteur humain va toujours rester un facteur à valeur ajoutée. On peut jouer ce rôle-là. On peut jouer, quand je vous parlais tantôt de pont,
entre les citoyens et le système judiciaire, c'est ça. C'est que notre rôle va être aussi important, mais dans des offres repensées. Même compétence dans des offres repensées. Et donc, bien évidemment, la formation va devoir s'adapter. On ne sera pas nécessairement juste là pour dire on a du contenu à offrir. On devra aussi avoir du savoir-être. Mm-hmm. Bien, je t'entends très positif, mais en même temps très réaliste. Oui, absolument. Et en fait, le statu quo n'est pas une option. On doit évoluer. Vous savez, il y en a des professions qui ont disparu. Hein? Les fers à chevaux, on n'en a plus. Un mécanicien aujourd'hui, c'est un technicien informatique. Ouais. OK, puis là, bientôt, il va être un électricien, je ne sais pas. Mm-hmm. On s'en va vers l'automobile électrique. Là. Ouais. C'est pas vrai qu'ils vont faire de la mécanique diesel. Là. Il va en avoir encore. Mais alors, il faut qu'on soit capable de se projeter dans le temps. Puis, je me rappelle plus quelle année, je pense que c'était en 2008, le barreau nous avait donné une formation. C'était une futurologue qui nous avait donné une formation. C'était fascinant. Mais en fait, elle nous disait qu'on n'était plus capable de prédire le futur parce qu'à partir du moment où on peut l'imaginer, on peut le réaliser. Elle venait de régler son travail. Ouais. Elle savait qu'elle ne savait plus. Mais c'est le paradoxe. Ouais. C'est peut-être une profession qui est disparue, futurologue? Elle l'a peut-être pas vu venir, elle non plus. Elle nous donnait des exemples où est-ce qu'effectivement, on pense à quelque chose, mais on a ce qu'il faut pour le réaliser. Alors, se projeter dans le futur comme profession, c'est loin d'être évident, mais une chose est sûre, c'est que le statu quo ici, on doit le questionner. Ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, il faut qu'on se questionne sur qu'est-ce que ça sera. Qu'est-ce que c'est déjà? Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça sera dans pas longtemps? Ben, c'est ça, il y a d'autres enjeux, l'intelligence artificielle et tout ça. Wow, super intéressant. Miville, on pourrait faire encore un autre 2 heures, probablement. Avant de passer à l'aspect plus ludique, disons, du podcast, Miville, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet de loi 1096 qui serait à intégrer dans le Code de procédure civile, c'est-à-dire la loi visant à favoriser la justice participative en facilitant le recours à un mode de prévention de règlement de différends. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui devrait être intégré? Ben, c'est clair que je ne peux pas être contre ça. Hein, okay. Évidemment. Je pense que ça va dans le sens de la réforme de 2016 aussi. C'est encore, ça nous projette encore plus en avant, je dirais. Je pense que la réforme de 2016, on s'était quand même gardé une petite gêne en parlant de considérer seulement. On n'avait pas fait d'obligation ferme. Mm-hmm. Alors, écoutez, arriver puis mentionner d'intégrer les modes de résolution de conflits au système actuel, moi je pense c'est d'être justement réaliste à ce que les citoyens vivent présentement. Et en fait, je souhaite que ce projet de loi se concrétise, c'est clair. Bon, il y aura toujours, en fait, des améliorations à apporter, et puis il y aura toujours des défis à relever aussi. Et là, c'est beau d'en parler, mais il faut aussi préparer l'offre, il faut aussi travailler la demande. Hein. Je vous parle sur le terrain, il y en a une demande, mais elle est souvent dans l'inconscient. Souvent, les gens, ils ne connaissent pas les outils. Là. Quand même, je vous parle de droit collaboratif. C'est pas développé au Québec, très peu. Si je vous parle, écoutez, médiation, il y a encore des gens qui appellent ça méditation. Mais le projet de loi a 4 articles, donc je vais mettre les liens pertinents aux notes de l'épisode, mais ça parle d'excuses. Donc, une personne physique ou une personne morale peut présenter des excuses à l'égard d'un événement sans avoir à se soucier qu'elle constitue une preuve permettant d'établir sa faute ou sa responsabilité. Et ça, on veut l'inclure dans le Code de procédure civile. Évidemment, je comprends que tu es tout à fait d'accord avec ça, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, mais en même temps, ça ferait partie du Code de procédure et non pas du Code civil. Donc, c'est un peu... moi, je trouvais ça un peu particulier, puis je sais pas, je vois que tu lèves les yeux un peu, je sais pas si tu te fais réfléchir, je trouvais ça un petit peu particulier parce qu'on l'intègre à quel moment dans le processus judiciaire, et est-ce qu'on met ça dans notre défense? On dit, je m'excuse et on vient de régler un problème, ou c'est un peu ça qui est un peu particulier quand je vois le titre du projet de loi versus son contenu, et je me demandais, et moi je suis tout à fait d'accord avec les excuses, mais en même temps, est-ce qu'on garantit un droit supplémentaire aux demandeurs en faisant quelque chose comme ça?
Quand on a travaillé dans le comité de justice participative, cette idée-là des excuses, on se posait la question de l'intégrer effectivement dans le Code civil ou dans une loi particulière. Okay. Le fait que ce soit dans le Code de procédure civile, moi je vous dirais, là, déjà le fait que ce soit mentionné, ça veut dire quelque chose. OK, il y a un progrès là-dessus. Ben oui, il y a un progrès. Puis finalement, on va le mentionner au Québec. Mais tu parlais tout à l'heure qu'il y avait un problème de volonté politique. Là. Je veux pas. Ouais. C'est la pression des assureurs? Est-ce qu'on peut le dire fait, comme ça? Ou... je vous dirais, c'est plus une question de calendrier législatif. Okay. Là, OK? Parce que la machine législative, là, c'est compliqué. Et le projet de loi a été proposé par Simon Jolin Barrette, qui en a pas mal par-dessus la tête ces jours-ci. C'est peut-être pas une de ses priorités à lui. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Donc, c'est pas un manque de volonté, c'est juste, c'est pas nécessairement dans l'agenda législatif. C'est pas nécessairement mis en priorité. OK. Donc, c'est pas la première fois là, que c'est discuté. Puis, bon, alors, dans le calendrier législatif, ça se rend pas toujours jusqu'au bout. Puis là, la façon que ça fonctionne, là, là, je suis pas nécessairement dans la mécanique législative à 100%, mais je sais que quand on n'arrive pas à le faire avant une certaine période législative, bon, on retombe sur au point de départ. Ça avait été déposé en avril, dans la séance, proposé dans la séance d'avril 2018. Donc, j'imagine qu'il y a une histoire de délai là, qui parce que déjà, avant, notre ancienne ministre de la Justice, là, Stéphanie Vallée, elle le considérait, mais ça n'a pas monté jusqu'au bout. Là, je suis quand même content que ça chemine encore. Mm-hmm. Puis ça va ajouter effectivement à toute je dirais, ça va peut-être dans le sens des articles 1 à 7. C'est peut-être pour ça qu'on considère le mettre dans le Code de procédure, parce que les articles 1 à 7 ont quand même favorisé un changement de culture. Mm-hmm. Donc, l'association avec ces articles-là, c'est pas illogique. Moi, j'ai toujours dit, puis il y a des gens qui disaient les articles 1 à 7 vont pas assez loin. J'ai toujours dit oui, mais c'est un pas de géant. Arriver à destination, on n'arrivera jamais à destination. Il y aura toujours place à faire des améliorations. Mais je pense que tu as mis le doigt dessus aussi tout à l'heure. Les articles 1 à 7, c'est peut-être pas suffisant pour certains avocats ou certains juristes qui ne pratiquent pas, mais il faut changer la culture. Et le juge Jacques Fournier, c'était très important pour lui aussi. Il était vraiment un proactif dans la promotion du nouveau Code de procédure civile, justement parce qu'il disait il faut changer nos vieilles façons de fonctionner. Ouais. C'est pas compliqué, il faut changer nos ça suffit de garder des preuves dans nos manches, on les communique le plus vite possible. Si on a quelque chose de gagnant dans les mains, on le dit tout de suite, c'est gagnant maintenant, c'est gagnant plus tard. Jacques Fournier véhiculait ça dans ses conférences sur le nouveau Code de procédure. Changer une culture, là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Je vous donne juste un exemple. Je parlais un petit peu précédemment de la prescription. Ouais. Quand j'apprenais le droit, quand j'ai étudié le droit, là, on nous disait, écoutez, la prescription, première chose que vous faites quand vous rencontrez un client, vous vérifiez que la prescription n'est pas acquise, puis ensuite, vous sortez votre déclaration. À l'époque, on appelait ça une déclaration. Là, vous inscrivez votre dossier, puis après ça, vous mettez votre dossier sur le coin de votre bureau. Puis là, vous avez tout le temps que vous voulez pour négocier, puis faire, considérer différentes approches. Vous avez tout le temps que vous voulez. Ensuite de ça, on a amené la procédure allégée justement pour arrêter ça. La procédure allégée et les délais, les fameux délais là, de 180 jours et 365. Mais si on garde nos habitudes de dire « je rencontre un client » puis tout de suite j'inscris mon dossier, si on garde cette habitude-là qui nous a été enseignée, ben là, on se met le bras dans le tordeur puis on est pris dans le 180 jours puis le 365 jours. Ouais. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reculer puis dire « attends un peu. Avant d'entrer dans le système judiciaire, il me reste combien de temps? Mm-hmm. Il me reste 2 ans. Donc, avant de me mettre à devoir tout faire dans le 180 jours, parce que c'est toute une pression, là. C'est 6 mois, 180 jours. Il faut sortir les expertises, il faut faire, les échéanciers, les conférences de gestion, un paquet de trucs dans 6 mois. Là. Les plaideurs et les plaideuses le savent tous. Là, ben oui. Les gens de litige. Alors, avant d'entrer et se mettre le bras dans le tordeur, il faut d'abord qu'on se dise, est-ce que j'ai encore du temps? Puis c'est là que je dis, attendez avant de rentrer dans le système judiciaire pour considérer convenablement les différents outils. Mais ça aussi, c'est un changement de culture. Parce que ceux qui originent là, de l'époque d'avant la procédure allégée, on l'a développé, l'habitude de se dire, on enregistre, on inscrit direct.
on rentre rapidement dans le système judiciaire. Il faut déprogrammer ça, puis se dire, OK, il me reste 2 ans, puis dans quelle mesure que le citoyen comprend tout ça? Pas certain que ça se rend là. Alors, changer une culture, c'est aussi changer des habitudes à différents endroits. L'habitude du système judiciaire, l'habitude du professionnel, puis l'habitude du citoyen. Et permettre des excuses, ça serait aussi un changement. Permettre des excuses. Combien de gens vont dire « Ah, il s'est excusé, c'est parce qu'il est coupable. » Mais l'impact psychologique de recevoir des excuses... En fait, l'exemple là, qui est souvent utilisé pour développer ça, c'est la responsabilité médicale. Les dossiers en responsabilité médicale, où est-ce qu'il peut y avoir une faute médicale, mais où est-ce que le médecin peut être tout à fait... Oui, il peut avoir commis une erreur. Il peut avoir commis une erreur, puis avoir une responsabilité technique. Puis il peut mal se sentir, mais il ne peut pas le dire. Le côté humain, il ne peut pas le dire, puis d'arriver, puis de rencontrer des gens qui ont subi cette erreur-là ou cette faute-là, peu importe, puis d'être empathique, de manifester une empathie, puis de dire, écoutez, je m'excuse, je suis tellement... Et l'impact que ça peut avoir dans les bénéfices que la victime peut en recueillir. C'est là qu'il faut se situer. C'est pas dans le principe, c'est beaucoup dans la satisfaction de celui qui vit une situation qu'on va qualifier d'injuste. On a un épisode qui s'en vient très bientôt avec un avocat qui pratique justement la responsabilité médicale. Je vais lui poser la question directement à Miville Tremblay, voir qu'est-ce qu'il en pense des excuses. Je pense qu'il y a probablement une grande partie de sa propre clientèle en responsabilité médicale qui voudrait soit offrir des excuses ou demander des excuses puis que ça soit permis. Super intéressant, Miville Tremblay. Comme je disais tout à l'heure, on arrive dans le partie un peu différente du podcast. Une des choses qui est bon pour ma propre curiosité, c'est-à-dire l'outil du praticien. À chaque épisode, je demande à mon invité un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est un incontournable dans votre vie professionnelle. Fait que pas nécessairement dans la pratique, dans votre vie professionnelle. Moi, j'ai l'habitude de suggérer des applications électroniques, des logiciels. Toi, Miville Tremblay, qu'est-ce que tu peux partager avec la communauté juridique sur un incontournable? Alors, c'est un outil que j'ai développé, que j'appelle l'œuf. OK. J'appelle l'œuf, c'est le cercle du conflit, mais que j'ai reformaté un peu pour lui donner une forme d'œuf. OK. Alors, j'en ai un devant moi, mais ceux qui écoutent peuvent se prendre une feuille carrément puis se faire comme un œuf à la coque, en fait, là, une forme d'œuf avec le jaune d'œuf. Et mais ça, si tu me permets, on va le partager sur le site web. Oui, absolument. Et en fait, j'explique ça dans mes formations pour aider à la fois les professionnels à bien saisir l'impact de la justice participative, mais comment orienter les dossiers aussi. Puis un outil qu'ils peuvent utiliser avec leurs clients pour faire comprendre aux clients les orientations à donner peut-être au dossier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le conflit inclut plusieurs choses, plusieurs aspects. Et certains aspects vont être réglés par le droit et certains aspects ne seront pas réglés par le droit. Alors, ce qu'on appelle évidemment le litige versus effectivement le différend ou le conflit. Alors, les éléments qui sont gérés dans le litige se retrouvent dans le jaune d'œuf. OK. Et tous les autres éléments se retrouvent dans le blanc d'œuf. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure, OK? À côté de l'œuf, vous allez faire 2 parenthèses. Alors, une grande parenthèse qui va inclure l'œuf au complet. OK. Et une plus petite parenthèse qui va inclure le jaune d'œuf seulement. OK. Alors, la petite parenthèse qui inclut le jaune d'œuf seulement va parler de l'arbitrage d'un point de vue traditionnel et du procès. Aussi d'un point de vue traditionnel. Voilà. OK. D'un point de vue traditionnel. Donc, ce qui sera dans le jaune d'œuf sera traité par l'arbitrage et le procès. L'autre grande parenthèse... Alors, on comprend bien que l'image, c'est inclus dans l'œuf, il y a le jaune d'œuf. C'est ça. Okay. Inclus dans l'œuf, il y a le jaune d'œuf. Et la grande parenthèse qui englobe l'œuf au complet, avec son jaune aussi. Il y a plus de blanc. Il y a plus de blanc et un peu de jaune dans l'œuf. Et donc, la grande parenthèse, bien évidemment, ça va faire référence à tous les autres modes de résolution de conflits. Alors, je vous les mentionne généralement, la prévention,
la négociation, la médiation, le droit collaboratif, le MEDARB, qui est une combinaison médiation-arbitrage. On commence en médiation, puis en cas d'impasse, le médiateur devient arbitre et décide. OK. La conférence de gestion qui se retrouve dans le système judiciaire, la conférence de règlement amiable qui se retrouve dans le système judiciaire aussi, et l'arbitrage qu'on peut faire en équité, donc qu'on appelle en amiable compositeur. Ouais. Donc un arbitre qui décide en équité plutôt qu'en droit. Mhm. Et là, quand on rencontre le client, on lui pose la question « Qu'est-ce que vous recherchez réellement? » Et au fur et à mesure que le client exprime sa situation, vous allez noter, soit dans le blanc d'œuf, soit dans le jaune d'œuf, les éléments qui seront traités par le litige ou par d'autres, en fait, qui vont faire partie du conflit, le différent, donc dans le blanc d'œuf. Alors, je vous donne une petite mise en situation. Vas-y. Avant, je veux vous dire, alors dans le blanc d'œuf, on va retrouver des éléments comme par exemple toutes sortes de relations. Tout ce qui est relationnel va être dans le blanc d'œuf. Alors, on comprend que les tribunaux ne régleront pas le relationnel. Alors, c'est clair, là. Alors, l'aspect, là, je veux dire, la vie continue après, puis on va se côtoyer, puis on va se retrouver sur une plage à un moment donné. Ouais. Comment est-ce qu'on va vivre ça? Mais les juges sont très sensibles à ça. Souvent, ils vont dire je comprends votre problème, je sais que ça doit être terrible, mais la loi, j'ai les mains liées. Mais je peux rien faire pour ça. C'est ça. Alors, malheureusement, ils n'ont pas de remède. Besoin de considération, besoin de reconnaissance, le respect, la confidentialité, l'équité. Alors, quand on dit, je trouve que c'est pas équitable, je veux une solution équitable. Mm-hmm. Le temps. Alors, pour moi, le temps, c'est important. Il faut que ça presse. La réputation. Ma réputation est en jeu. Les émotions, les principes, les valeurs, tout ce qui est communication, la gestion des risques. Alors, risque, par exemple, au niveau du public, risque de perdre quelque chose. Oui, non, tout à fait. Vraiment, oui. Le stress. Alors, mon stress est immense, je suis plus capable. La santé. Puis il peut y avoir d'autres éléments, mais là, je fais un grand tour. Oui, la santé et le temps. Hein, bien, à un moment donné, tu as 65 ans, puis tu vas être entendu à 70, tu ne sais plus trop. Oui, puis la santé, ça change vite. C'est ça, exactement. Ça change c'est ce que je voulais dire par ça. Et dans le jaune d'œuf, on va retrouver, par exemple, l'application d'une loi. Mm-hmm. Alors, le strict. Le besoin de créer un précédent ou de modifier un précédent. C'est vrai, mais ça peut être un enjeu qui est important. Ça peut être un enjeu très important. Ouais. Des fois, on n'a pas le choix de faire des cas types pour faire évoluer les choses. Besoin d'imposer la décision, donc d'avoir une décision qui soit exécutoire. Mm-hmm. Avoir un besoin de trancher. Alors, la nécessité d'avoir quelqu'un qui vienne décider parce qu'il y a un impasse, parce qu'on n'est pas capable de le faire soi-même. Mm-hmm. Alors, ça ressemble un peu à ça. Et là, je vous mets un petit scénario. Je vous mets dans une situation où c'est un conflit de travail. Alors, l'employé congédié est humilié et veut des excuses immédiatement de son employeur. OK. Alors, évidemment, des excuses, on va mettre ça dans le blanc d'œuf. OK. Quoi qu'il croit ne pas être fautif et qu'il conteste les motifs de son congédiement, alors, motif du congédiement, par rapport à la loi, on va se retrouver dans le jaune d'œuf. C'est normatif. Alors, est-ce que la règle de droit est respectée pour obtenir une réintégration? Alors, malgré qu'il ne croit pas être fautif, il ne souhaite pas retourner travailler à cet endroit. Ah, donc on s'en est dans le blanc d'œuf. On est dans le blanc d'œuf. Je comprends vite, hein? Oui, c'est bon. Il aurait besoin d'aide pour se trouver un autre emploi. Alors, de l'aide. C'est dans le blanc d'œuf? C'est clairement dans le blanc d'œuf. Tel qu'une lettre de référence. Blanc d'œuf. Blanc d'œuf. De l'aide financière pour une période lui permettant de retomber sur ses pieds. Blanc d'œuf, mais en même temps, la période de réintégration, toute la période où tu n'as pas travaillé et qu'on ordonne la réintégration, tu as le droit de l'argent. Alors, on peut l'avoir d'un deux. Parfait. Il peut en avoir une aussi judiciaire, mais on peut en avoir une aussi qui n'est pas judiciaire. Ou encore une formation pour le mettre à jour quant aux nouvelles technologies de l'information. Dans le blanc, c'est clair. Dans le blanc, c'est clair. La réintégration est le cheval de bataille. Alors, la demande de réintégration. C'est dans le jaune d'œuf? Dans le jaune d'œuf, c'est juridique. J'ai pas fait de décompte, j'espère que tu le prends en note. Oui, c'est tout noté. Okay. Mais la relation de confiance est brisée et le climat de travail sera impossible. Alors, c'est dans le blanc d'œuf? Dans le blanc d'œuf, c'est du relationnel, ouais. Le climat de travail. Le temps, le stress et les coûts sont aussi des éléments très préoccupants pour lui. C'est clairement dans le blanc d'œuf? Clairement dans le blanc d'œuf. Alors, discuter de l'orientation à donner au dossier. Alors, j'ai ici, évidemment, là, l'offre que j'ai confectionnée.
Alors, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, j'ai 6 éléments dans le blanc d'œuf, j'ai 2 éléments dans le jaune d'œuf. Donc, et là, c'est la question propice... qui se pose, c'est de dire sur quoi voulez-vous travailler? C'est ça. Donc, mais c'est un dossier qui est propice à la justice participative. Justice participative. Alors, si on veut considérer le blanc d'œuf, bien là, évidemment, on doit aller... Là, il nous reste, excuse-moi, donc on a prévention, négociation, médiation, droit collaboratif, MEDARB, conférence de gestion. Bon, CRA, là, ça implique le processus judiciaire et arbitrage amiable compositeur. Donc, dans ce cas-là, c'est un dossier qui est propice aux méthodes alternatives et dans ces méthodes alternatives-là, on peut suggérer, dis-moi si je me trompe, on peut suggérer à notre client les pour et les contre de chacun et un peu qu'est-ce que tu choisis. Exact. Alors, est-ce que, par exemple, ça serait suffisant de travailler sur une indemnité puis obtenir une réintégration d'un point de vue juridique? Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Ou si les autres besoins et intérêts que vous avez mentionnés sont aussi importants ou parfois plus importants ou pas importants? Mm-hmm. Alors, c'est dans la compréhension des besoins et des intérêts de cette personne-là qui va l'aider à prendre une décision sur le processus. Ouais. Le processus qui devrait être considéré dans toute ouverture. Je suis très content que tu aies fait tes devoirs mieux que n'importe quel autre invité jusqu'à maintenant. Et je suis aussi extrêmement content que tu aies choisi l'œuf et non pas la saucisse pour ton, pour ton exemple. J'ai utilisé les deux dans l'entrevue. Si t'as pas d'objection, on va non seulement publier l'œuf et l'illustration que tu nous as fait, mais aussi peut-être la petite mise en situation. Absolument. Ah, c'est excellent. Absolument. Alors moi, de mon côté, mais encore une fois, je me lance dans les applications. Au niveau des incontournables, je vais vous parler des Digital Wellbeing Experiments de Google. C'est une vitrine d'idées, donc c'est vraiment des expériences que Google fait. C'est une vitrine d'idées et d'outils qui aident les gens à trouver un meilleur équilibre avec la technologie. Donc on sait que des fois on est un peu trop accro de nos téléphones, moi j'en suis un. Google offre 6 produits, 6 applications différentes et je vais mettre les liens sur les notes de l'épisode. Et on a premièrement Unlock Clock, qui est finalement mieux comprendre votre utilisation de téléphone ou de la technologie en voyant à quelle fréquence et combien de fois dans une journée vous avez déverrouillé votre téléphone. Ça peut être assez révélateur quand on s'aperçoit qu'on a déverrouillé notre téléphone à comme 783 fois dans une journée. Il y a une autre application qui s'appelle Postbox, qui minimise les distractions avec des notifications qui sont cédulées. Donc, c'est-à-dire que au lieu d'avoir nos notifications qui rentrent toujours sur notre téléphone, on peut les mettre à une certaine période de temps. Je trouve ça quand même assez intéressant. Il y a aussi WeFlip qui permet de déconnecter la technologie dans un groupe et passer du temps ensemble. Donc, si plusieurs personnes ont l'application WeFlip sur leur téléphone et qui se rencontrent, non seulement qu'à chacun tourner leur téléphone, et chacun des téléphones qui sont partis de ce groupe-là ne va plus fonctionner, ne va plus recevoir de notifications, ne va plus recevoir d'appels. Et si une personne du groupe déverrouille son téléphone, ça va déverrouiller les téléphones de tout le monde et vous allez comme un peu perdre le jeu. C'est un petit peu celui qui regarde son téléphone va payer le repas. Il y a Desert Island qui vous aide à rester concentré en vous mettant au défi de passer une journée simplement avec vos applications essentielles. Donc, vous choisissez vous-même les applications qui sont les plus importantes pour vous et ce sera les seules applications qui vont être disponibles pour les 24 prochaines heures. Une bonne façon de décrocher de Twitter, de Facebook, d'Instagram. Il y a une autre application qui s'appelle Morph qui aussi vous aide à rester concentré en adaptant votre téléphone à ce que vous faites. Pensez simplement à la façon dont vous divisez votre temps et choisissez les applications les plus importantes dépendamment du mode dans lequel vous êtes. Si vous êtes au bureau, si vous êtes à la maison, si vous êtes avec les enfants, si vous êtes à l'église, au restaurant, et les applications vont changer dépendamment de ce que vous faites et où vous êtes. L'application la plus bizarre est une expérience qui s'appelle Paperphone. Alors, ce que ça fait, c'est que le matin, tu te lèves, tu rentres dans l'application Paperphone et vous imprimez sur votre imprimante une photo de votre téléphone et dessus, il va avoir simplement ce qui est important pour votre journée, c'est-à-dire vos rendez-vous. Donc, vous quittez la maison simplement avec votre Paperphone. Merci Google. C'est ça des expériences. C'est des bonnes façons, par exemple, pour moi, qui nous aident à songer à l'utilisation qu'on fait des technologies dans notre vie. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. T'as pas l'air trop accro de ton téléphone, en fait, je le suis, comme tout le monde, mais j'essaie d'être
raisonner dans ça aussi. Là. Entre autres, quand je pars en vacances, je déconnecte entièrement, puis j'appelle ça une convalescence préventive. Et ça me permet d'être meilleur quand je reviens. Projet à venir, Miville, conférences, enseignements, livres, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux nous parler? Conférence, en fait, je vais au Nouveau-Brunswick la semaine prochaine donner une conférence sur la justice participative. Alors, au Nouveau-Brunswick, les avocats ont dans leur code de déonto une obligation d'intégrer la justice participative. Alors ça, c'est très intéressant. Je monte présentement différentes formations aussi, toujours dans le même domaine, et toujours le développement du marché que je ne limite pas au Saguenay, bien entendu. J'intègre aussi les technologies de communication à distance, là, donc les FaceTime, Skype, etc., pour faire de la médiation à distance. Là. Donc, là aussi, il y a un intérêt, un besoin. Oui, tout à fait. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça fonctionne aussi, puis peut-être que, justement, ça sera l'avenir aussi. De dire pourquoi qu'on se déplace alors qu'on peut se voir à distance, etc. Donc, susciter l'ouverture par rapport à ça, parce qu'il y a toujours de la résistance à la mise en place des nouvelles technologies. Et puis des projets, j'ai un projet d'écriture, mais c'est copieux, hein? C'est quelque chose. J'aimerais beaucoup écrire un livre, mais c'est sur la liste. Bon, parfait, c'est bon d'avoir un bucket list. Ouais. C'est ça. C'est excellent. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Miville? On a numéro de téléphone, Twitter. Je sais que tu n'es pas très, très actif sur Twitter. Non, je ne suis pas Twitter. Je suis un peu Facebook à mon nom, Miville Tremblay, mais mon numéro de téléphone, 581-306-6306. Mon courriel, Miville, mon prénom, la moitié d'une ville. Alors, M-I-V-I-L-L-E, en commercial, justiceparticipative.com. Et puis, évidemment, il y a peu de Miville sur le site du barreau. Il y a donc plus je de suis Tremblay, quand même par exemple. plus de Tremblay, mais d'où mon prénom original. C'est pour me distinguer des autres Tremblay. Alors, je suis relativement facile à trouver. Merci beaucoup, Miville Tremblay, pour ta grande générosité, pour avoir partagé ton expertise et de démontrer ta facilité et tes pouvoirs de communicateur. Puis je pense que c'est super important. Puis je te remercie vraiment d'avoir partagé ça avec nous. Grand merci de l'invitation et de l'ouverture, effectivement, que tu as manifestée à cette idée un peu folle de justice participative. Mais je te remercie. Merci de nous avoir fait découvrir ça. Au niveau des invités à venir, nous avons Jean-Sébastien Damour sur la responsabilité médicale. Jean-Philippe Lincourt viendra nous entretenir sur les actions collectives. Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé pour cet épisode sera participation. Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui vont avancer la pratique du droit. Les détails sont disponibles sur le site rivercastmedia.com. Restez à l'affût de Rivercast Media pour le lancement prochain de la série judiciaire Innocentia. Quant à moi, je suis @HRMartin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production de Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.